Et c'est parti. Bonsoir, bonjour à tous. Non, vous n'hallucinez pas. On va bien faire une vidéo pour parler de J.J. Abrams, un réalisateur que je n'aime pas spécialement, comme vous le savez, mais c'est aussi là qu'est l'intérêt. Parce que ce n'est pas parce que moi je ne l'apprécie pas qu'il n'y a pas des arguments qui peuvent être mis sur la table, qui peut-être peuvent me faire changer d'avis sur la question. Peut-être vous faire changer d'avis sur la question. Peut-être pas, mais peut-être ne serait-ce qu'avoir un point de vue un petit peu différent. Et comme vous avez déjà l'habitude, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois, on a un invité ici présent qui va nous faire l'honneur de nous parler de ce réalisateur et le défendre, puisque dans son livre, il le défend vraiment corps et âme. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque depuis le livre, j'ai l'impression que le réalisateur a un petit peu changé de statut, donc on pourra faire peut-être une petite mise à jour, on verra ce qu'il dira. Je suis curieux, il répond pas encore, et c'est ça qui est génial, c'est que ça fait durer le suspense. Je rappelle donc le livre, vous le voyez à l'écran, J.J. Abrams ou l'éternel recommencement, sorti chez Playlist Society pour le prix de 14 €, et combien de pages environ de texte? Bien 114 pour être précis. Voilà, comme ça, tout est là. Voilà. Alors, du coup, merci d'être avec nous hein, pour défendre ce réalisateur mal aimé, hein, par certains, pas par tout le monde. Avec mes potes sur Star Trek, il y a toujours débat, je le sais, mais voilà. Donc, je te laisse d'abord te présenter et ensuite on part sur le Abramsverse. Très bien. Bonsoir, moi je m'appelle Erwan Desbois, donc je suis critique de cinéma et auteur à mes heures perdues de certains livres. Donc J. Abrams et l'éternel recommencement, c'était mon premier. Ensuite, j'en ai aussi écrit un sur les sœurs Wachowski et un sur Hideo Kojima, histoire de changer de sujet complètement. Ouais, enfin, Voilà, complètement, mais pas et trop, parce que Kojima, c'est très cinématographique. c'est très cinématographique, bien sûr, mais bon, c'est quand même des jeux vidéo. Oui. C'est quand même plus le même public, plus le même sujet. Mais effectivement, c'est le cinéma qui a servi de pont entre les deux univers. Voilà, après, que dire de plus que, effectivement, J.J. Abrams, de toute façon, c'était déjà polémique, c'est peut-être excessif comme terme, mais c'était déjà clivant, voilà, c'est mon terme clivant à l'époque où j'ai écrit le bouquin, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé depuis, surtout avec ce qui s'est passé sur la dernière trilogie Star Wars. Limite, je pense que ça l'a rendu encore plus clivant qu'avant. Donc voilà, après, effectivement, c'est ça qui rend le personnage et le sujet intéressant à discuter également. Si tout le monde était d'accord, on s'ennuierait vite. Tout à fait. D'ailleurs, je précise que je vais me retenir de ne pas l'appeler par son pseudonyme que j'utilise depuis un bout de temps, à savoir Jar Jar Abrams. Je vais essayer de ne pas le citer, ça risque de sortir tout seul. Je vais essayer de ne pas faire ça. Je vais essayer de rester respectueux. Ça va être compliqué, mais on va y arriver, vous allez voir. De toute façon, il n'est pas dans la Alors, pièce, donc il n'y a pas de souci. voilà. Donc, on va y aller tranquillement. Alors, d'abord, justement, première question. Que représente J.J. Abrams pour toi? Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a parlé de lui? Qu'est-ce qui... Alors, moi, en fait, je l'ai suivi plus ou moins tout au long de sa carrière, parce que je l'ai découvert au moment de ses séries qui étaient Alias, Lost, et puis ensuite un peu plus tard Fringe, mais surtout au début, c'était Alias et Lost qui l'ont rendu très célèbre. Et puis ensuite, j'ai suivi sa carrière, son passage au cinéma avec Mission Impossible, avec les Star Trek, Super 8, et puis finalement, le Star Wars 7 qui est sorti au moment, en fait, qui est sorti juste avant que je commence à écrire le livre. Donc c'est ce sujet-là qui nous a mis sur la piste, moi et Benjamin, mon éditeur, pour concaténer tout ce que J.J. Abrams avait fait depuis 20 ans pour en faire un livre, puisque ça semblait une forme d'aboutissement de sa carrière, à la fois thématiquement et puis même en termes de place dans l'industrie, de se retrouver aux commandes de Star Wars, ça paraissait quelque chose d'évident au vu de tout ce qu'il avait fait depuis le début, tous ses hommages à George Lucas, à Spielberg, etc. Donc ça semblait être le bon moment pour faire ce film, pour faire ce livre, pardon, lapsus. Sachant que moi, effectivement, je le connais déjà depuis parce qu'il a un parcours assez atypique quand même, J.J. Abrams. Il a commencé comme scénariste de cinéma. Ensuite, il est devenu créateur de séries, avant de revenir au cinéma en tant que réalisateur, producteur, avec un statut beaucoup plus posé, beaucoup plus fort. Donc, mais pour moi, je le connais depuis ses séries télé. Voilà, c'est ça qui m'a rendu fan de son œuvre. Mhm. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans son style, dans sa manière de raconter, qui a fait qu'il y avait une accroche particulière? Alors moi, je fais partie des fanatiques absolus de la série Lost, avec effectivement ces récits à multiples tiroirs, avec les flash-forward, les flashbacks, même dans la sixième saison, où on sait plus trop où ça se passe. Et effectivement, en voyant déjà, donc dans Alias, c'était déjà très présent, même s'il n'y avait pas tout ce jeu sur la temporalité, mais il y avait déjà des sauts dans le temps, des retournements de situation invraisemblables. Donc, ouais, Abrams, ce qui peut le caractériser le plus, c'est ce que j'appelle l'éternel recommencement dans le titre du livre, mais de manière plus rapide, plus basique, c'est le reset, c'est le reboot. Voilà, c'est présent dans tous ses livres, dans tous ses œuvres. Deuxième lapsus.
c'est vraiment extraordinaire, que ce soit donc dans les séries télé avec Alias, avec Lost, où voilà, d'une saison à l'autre, il va complètement changer toutes les règles du jeu. Ça va se retrouver aussi dans les Star Trek, où quand même le début du premier Star Trek, une espèce de trou noir qui change la temporalité de l'histoire de Kirk et Spock de manière radicale. Et après, il va le faire aussi des fois de manière un peu plus fine, entre guillemets, voilà, dans le Star Wars, avec des personnages qui vont jouer à être comme les personnages des anciens Star Wars. Donc, Cloverfield, il va y avoir ce qu'il a produit et écrit pour son collègue Matt Reeves. Il va y avoir cette histoire de caméra, de cassette d'une vidéocaméra sur laquelle on réenregistre un film et des fois on va voir le film qui est en dessous. C'est aussi une manière de resetter ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'avoir une histoire qui se déroule et d'appuyer sur reset en cours de route, ce qui fait de manière presque caricaturale au début dans une saison de Lost où il y a ce bouton du fail-safe qui reset tout. Voilà, c'est vraiment son point scénaristique qu'il aime utiliser. On reviendra là-dessus parce que j'ai cru relever des choses dans le livre qui m'ont intéressé, et entre autres le principe du reset, du reboot, etc. Du coup, justement, est-ce qu'on peut vous parler déjà de quelles sont ces thématiques récurrentes? Alors, il y en a. Alors donc, à travers cette histoire du reset, le reset c'est à la fois un principe de scénario et c'est en même temps quelque chose qui va soutenir les enjeux des personnages, parce que euh, avoir un reset, ça veut dire avoir une deuxième chance, ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième, ça peut aller à l'infini. Et donc, ça veut dire avoir une chance de devenir meilleur, de devenir un personnage qui va. Alors, meilleur, ça peut être de manière très basique, réussir ce qu'on a échoué la première fois, ou sinon, après, ça peut prendre un sens plus éthique, plus moral dans certaines histoires qu'il va raconter. Mais donc, il y a vraiment cette histoire, voilà, que c'est pas juste un gimmick narratif de, ça permet de raconter deux fois la même histoire ou de surprendre le spectateur. Ça permet de se poser des questions de personnages, de comment est-ce que ça impacte les personnages finalement d'avoir une deuxième chance, ou de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés la première fois, ou de changer leur relation avec le monde. Enfin, donc il y a toute cette idée, voilà, que rebattre les cartes, et ben, ça permet de refaire une nouvelle partie, voilà, un peu comme en jeu de société, où est-ce que chaque partie est différente? Est-ce que je peux redevenir une autre personne? Ou est-ce qu'à chaque fois, je vais arriver au même point? Ça va être finalement la question du destin contre le libre arbitre? Est-ce que je suis libre de changer si on me redonne des cartes différentes? Ou est-ce que le problème vient de moi et je vais toujours faire les mêmes erreurs ou toujours suivre les mêmes choix? Donc, il y a cette histoire du destin et du libre arbitre qui après mène à encore une autre histoire, qui est un autre enjeu, qui est celui finalement de l'héritage, de comment est-ce que je suis construit par ce dont j'hérite? Est-ce que ça aussi c'est un poids qui me force sur un chemin particulier, ou est-ce que je peux m'en libérer? Il y a beaucoup de personnages dans ces films et dans ces séries qui ont une figure paternelle très pesante derrière eux, au-dessus d'eux, et du coup, alors toute la question de comment est-ce que je me construis par rapport à cette figure paternelle, est-ce que j'arrive à m'en libérer, est-ce que j'arrive à vivre avec, est-ce que ça se passe beaucoup plus mal comme dans le Star Wars 7 pour Kylo Ren, est-ce que, voilà, donc il y a, et cette histoire d'héritage, c'est intéressant parce que si on y réfléchit à comment J.J. Abrams, donc qui est à Hollywood, qui a toujours clamé son amour pour Steven Spielberg, pour George Lucas, lui-même se place en héritier de ces cinéastes-là, de ce cinéma des années 80 finalement qui a remplacé le nouvel Hollywood par du divertissement à tout crin. Et comment est-ce que lui réutilise aussi ses influences, cet héritage, et est-ce qu'il le trahit, est-ce qu'il le respecte? Donc ça devient quelque chose finalement d'auto-réflectif qui pousse à l'extrême dans Super 8, ou finalement Super 8, qui en plus est produit par Spielberg. Abrams ne se cache pas du tout de finalement faire quelque chose de quasi biographique où il se raconte lui à l'époque où il a vu E.T. et où il a commencé à faire des films, et il en refait un nouveau film qui reparle d'un extraterrestre avec des adolescents. Donc oui, ça redevient un nouveau reset en fait de est-ce que je peux raconter la même histoire que mes figures paternelles à moi. Donc, ça devient quelque chose de presque, je dirais pas labyrinthe parce que labyrinthe il y a un côté un peu on s'y perd et c'est négatif, mais d'extrêmement complexe. Ouais, une spirale, mais une spirale positive. Là, il y a déjà plein de sujets qui ont popé. Je voulais commencer plus tranquillement, mais bon, puisqu'on y est, on va y attaquer. Ah bah, Une chose... les thèmes, c'est les thèmes, hein. Ah bah oui, j'avais qu'à poser une autre question, hein, de ma faute. Mais il y a un truc qui m'a surpris en lisant le livre, c'est qu'il y a justement beaucoup de thèmes philosophiques. On a parlé du déterminisme, il y a la morale qui est évoquée, et quand on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des termes philosophiques, tout d'un coup, il y a évidemment la grotte de Platon qui arrive, tu fais, ah, et ensuite, plus tard, il y a la République de Platon qui arrive, tu fais, ah, donc c'est pas tout à fait du hasard, et ensuite, ah, bon, il y a le bouddhisme qui arrive avec cette notion de renaissance, hein, évidemment, donc on a ça. En plus, l'éternel recommencement, il me semble que c'est un truc inspiré de Nietzsche, enfin comme expression. Donc je me suis dit, ah, il y a de la philosophie là-dedans, il faudrait que je pose la question. Est-ce que d'ailleurs,
est-ce que toi, t'aimes spécialement la philosophie, ou est-ce que Abrams est spécialement aussi, après, donc 2 questions, est lui-même spécialement friand de philosophie? Alors, moi, au-delà de la philosophie, j'aime bien quand les films à la fois vont me divertir au sens premier, c'est-à-dire ça va être une espèce de grand 8 très amusant, et où en même temps il y a quand même un sous-texte intéressant sur voilà, que ce qui arrive au personnage, c'est pas totalement gratuit, c'est pas juste du spectacle, il va y avoir quand même une histoire un peu profonde derrière qui peut être morale, politique, philosophique ou simplement sentimentale ou émotionnelle. Typiquement, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le deuxième Star Trek fait par Abrams, Star Trek Into Darkness, parce que à la fois c'est un grand spectacle, ça remplit toutes les cases du blockbuster tel qu'on l'attend, avec des effets spéciaux, des batailles dans l'espace, des personnages très puissants. Et en même temps, il y a derrière tout un thème très politique très fort sur cette histoire de Kirk et Spock qui se mettent à désobéir, à devenir des traîtres, soi-disant à leur hiérarchie, parce qu'ils comprennent que ce que leur demande leur hiérarchie n'est pas du tout moral. Donc, l'opposition finalement entre la morale et l'obéissance est posée d'elle-même par le film, tout en continuant à divertir en parallèle par l'humour, par le grand spectacle, par les effets spéciaux. Donc moi j'aime bien quand il y a cet équilibre qui est posé, qui est d'ailleurs un équilibre que Abrams n'a pas du tout inventé, qui est là finalement, même encore depuis avant, mais celui qui en a vraiment fait une règle, c'est Spielberg finalement, avec des films qui sont à la fois extrêmement divertissants et qui en même temps permettent de se poser des vraies questions sans nous les imposer non plus. On peut décider de juste passer 2 heures un très bon moment sans se dire qu'il y avait un message à côté. Ou à l'inverse, on peut se dire, ah, le message était cool, même si ça m'intéresse pas de me divertir comme ça. Après, concernant la deuxième partie sur Abrams et la philosophie, alors ne le connaissant pas, je ne peux pas parler personnellement, mais à travers ses œuvres, ça me semble quand même effectivement très net, que ce soit dans Lost, ne serait-ce que par Lost. Voilà, Lost, une bonne partie des personnages ont des noms de philosophes, ne serait-ce que ça. Il va y avoir Locke, il va y avoir Benton, enfin, il va y avoir énormément de personnages que là, de tête, je ne les retrouverai pas. Il y a Desmond Hume aussi. Enfin voilà, il y a eu cette idée, avant même que la série commence, les scénarios, dans les castings, de dire voilà, les personnages vont avoir des noms de philosophes. Donc ça pose quelque chose forcément. Donc je pense qu'il est très intéressé par ça. Pareil, pour parler encore de Lost, il y a voilà, toute l'histoire autour du dharma, il y a les termes bouddhiques sont dans Lost de manière littérale aussi, de manière transparente. Donc je pense que oui, et ça l'intéresse beaucoup et ça lui permet de nourrir ses récits. Après, encore une fois, il n'invente rien. Tous les grands récits se nourrissent soit au théâtre shakespearien, soit à la philosophie grecque. Enfin, c'est une matière infinie pour avoir des grands enjeux tragiques, des grands enjeux dramatiques à mettre derrière des histoires narratives de divertissement. Après, je dirais qu'il y a comment dire ça, la citation naturelle, c'est-à-dire on le cite parce que on a un peu l'habitude, on le fait presque sans le vouloir, comme souvent, par exemple, aux États-Unis, on fait des choses en lien avec peut-être une histoire proche de la Bible, par exemple, mais c'est parce que c'est dans l'inconscient. Ou alors, justement, si c'est conscientisé, si on donne des noms de philosophes à des personnages, on peut penser qu'il y a un petit peu de conscience derrière quand même. C'est ça, c'est qu'on veut quand même donner une petite pichenette aux spectateurs pour lui dire, eh oh, regarde un peu par ici. Mais du coup, puisqu'il traite ces sujets, est-ce que lui-même livre sa vision de ce qu'est la morale, de ce qu'est le bien et le mal, du déterminisme et tout ça? Alors, pour moi, oui, enfin, j'ai l'impression à travers toutes les séries et tous les films, il y a quand même un leitmotiv qui se reproduit, hein. C'est toujours un peu la même histoire qui se reproduit, c'est-à-dire, d'une manière générale, de mettre à plat toutes les questions de pouvoir, de héros américains basiques, voilà, que ce soit Jack dans Lost ou Kirk aussi dans Star Trek. Les héros, à chaque fois, vont être fondamentalement. Le danger va pas seulement venir de l'extérieur, il va aussi venir de l'ébranlement de leur fondation morale, de leur fondation de ma place dans la société, de ce qu'ils se croient, de ce qu'ils pensent pour avoir pour acquis ou qu'il leur est dû. Donc déjà, ça va passer par une remise à zéro, encore une fois, de quelle est leur place dans la société, et ensuite une reconstruction qui, idéalement, permet une reconstruction en mieux. C'est l'avantage de l'art sur la vie, c'est qu'au moins on peut proposer des récits qui se finissent bien et où l'utopie se réalise en quelque sorte, comme à la fin de Super 8. Voilà, les enfants, les adolescents qui sont les héros de Super 8, à la fin, réussissent tout ce qu'ils ont entrepris pendant le film. Ils réussissent à faire leur film, ils réussissent à aider l'extraterrestre à repartir vers sa planète, ils réussissent à réconcilier les parents. Donc voilà, cette idée que mais à chaque fois, ça passe quand même par tout un cheminement qui n'est pas seulement d'avoir des problèmes, des péripéties, voilà, au sens propre, mais qui va être aussi de se remettre en question soi-même avant de réussir. Voilà, il faut passer par une introspection avant de réussir à agir sur le monde extérieur. D'accord. Et du coup, puisqu'on parle d'introspection, le gars, il prend le mot, il fait allez, j'en profite. Hop. Comment est-ce qu'il comment est-ce il se voit et se définit comme héritier de Spielberg et de Lucas? Qu'est-ce qui leur
qu'est-ce qui lui parle d'eux? J'ai envie de dire en même temps, ce qui est fort, c'est que Lucas et Spielberg, on est tous un peu héritiers d'eux, non pas en faisant du cinéma, mais en tout cas dans notre consommation du grand spectacle. Bah, c'est ça. Et d'ailleurs, lui-même, je pense que Abrams a un rapport très, comment dire, très premier degré, très candide à ça, puisqu'il ne cherche jamais à devenir l'égal de ces personnes-là. Il garde toujours ce prisme, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, des enfants. En fait, il y a toujours l'idée, soit il y a littéralement des enfants dans le film, comme dans Super 8, ou alors ces personnages vont garder une âme d'enfant, en fait, ce qui est finalement, on va dire, représentatif du rapport que garde Abrams. Abrams, comme si Abrams, au fond de lui-même, était toujours cet enfant qui rêvait devant les films de Spielberg ou Lucas. Par exemple, dans Star Wars 7, au début, on a Rey qui est là, qui collectionne des items issus de la Grande Guerre entre l'Empire et la Rébellion. Et on sent que comme si ça la ramène dans l'enfance, quoi. Elle met le casque là, de X-Wing et elle est comme une gosse qui se rêve dans cette Grande Guerre-là. Et la C'est une magie du geek. film, c'est qu'elle. C'est C'est ça, une c'est geek une qu'elle geek. collectionne. Voilà, tout à fait. Et la magie du film, bien sûr, c'est que Rey et tous les autres, à la fin, par la magie du scénario, se retrouvent effectivement à revivre une guerre entre Empire et Rébellion, avec encore une attaque d'étoiles noires qui est littéralement la même que dans le 4. Mais pour moi, c'est voulu que ce soit la même que dans le 4. C'est que c'est comme si ces enfants-là, leur rêve devenait réalité, en fait. Il y a cette histoire-là qui est exactement comme dans Super 8, où ils font un film de science-fiction, et tout d'un coup, le film de science-fiction arrive dans leur ville avec ce train qui déraille totalement par hasard devant chez eux et qui libère un extraterrestre. Il y a vraiment toujours cette idée que Abrams est toujours resté avec. D'ailleurs, la plupart de ses collaborateurs sont toujours les mêmes que quand il était adolescent, que ce soit son producteur, son directeur de la photo, son co-scénariste. Donc il y a toujours cette idée que c'est toujours ces gosses qui font des courts-métrages chez eux, voilà, avec 3 francs 6 sous et des effets spéciaux faits avec du ketchup dans le garage, quoi. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il arrive à préserver cet héritage ça lui permet de dire, je sais que ce sont toujours eux les maîtres et que moi je suis juste là derrière à profiter de ce qu'ils ont fait pour faire la même chose, quoi. D'une certaine manière, bah, je dis ça parce qu'on a eu le Fablemans de Spielberg, on voit un peu ce petit enfant avec sa caméra qui lui aussi s'amuse à faire des films par rapport à C'est ceux exact, qu'il admire. c'est exactement ça, oui. Il y a vraiment cette idée, voilà, Spielberg l'a fait de manière plus auto-référentielle et tout avec les Fabelmans, mais oui, c'est le même principe de toujours garder cette âme d'enfant par rapport à la caméra qui est un outil magique en fait. Et par rapport à cette notion de, parce que il y a le reboot et il y a le remake, et dans le livre, c'est expliqué. Il y a le remake, par exemple, on refait quelque chose qui existe, et il y a le reboot, c'est on revient au début mais sans effacer. On peut penser à Star Trek évidemment, mais à un moment donné, alors je suis pas allé jusque là dans la série, mais dans Alias, c'est écrit qu'il y a un reboot où en fait la série, ce qui était la série, bah, c'est fini et on passe à autre chose en fait, comme si, ça arrive parfois que les producteurs soient mécontents d'une série, puis ils la changent au milieu pour essayer de faire quelque chose. Mais là, vu que c'est Abrams, il y a peut-être une intention derrière. Ah bah oui, surtout qu'en plus, alors ça arrive de tête, je l'ai pas vu depuis quelques années, Alias, mais de tête, ça arrive au moins 2 fois, voire peut-être même 3, une dernière fois vers la fin. Mais la première fois où ça arrive, en plus, c'est au milieu d'une saison. Donc il n'y a même pas cet effet de cliffhanger, de garder les personnes en attente pour qu'ils regardent le début de la saison suivante à la rentrée. C'est tout d'un coup au milieu de la deuxième saison. Tout ce qu'on pensait vrai depuis le début de la série est mis à la poubelle et on recommence avec des nouvelles règles et des nouvelles agences et tout. Et tout ça en l'espace d'un épisode de 40 minutes. Donc il y a vraiment, oui, cette idée que tout est possible, voilà, qu'il n'y a pas de règles, qu'on fait ce qu'on veut. Et même à la saison suivante, l'héroïne deviendra méchante pendant quelques épisodes. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée qu'encore une fois, on peut revenir à l'enfance, du bac à sable, des déguisements. Voilà, on va prendre des nouveaux déguisements, et puis on va recommencer à faire autre chose. Ou tout d'un coup, c'est toi les gentils, et c'est moi les gendarmes, et c'est toi les voleurs. Il y a vraiment cette idée, voilà, de jeu d'enfant au sens propre. Mais est-ce que du coup, ça amène pas des soucis dans la cohérence scénaristique finalement à trop jouer? On oublie peut-être l'aspect entre guillemets un peu plus sérieux. Ah bah dans Alias, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de sérieux. Si le nœud, bah voilà, le nœud, enfin le cœur émotionnel fort de la série, ça va être les rapports humains entre l'héroïne et ses parents, l'héroïne et ses proches. Voilà, on va revenir du coup aux notions d'amitié, d'amour ou de trahison. Voilà, à l'inverse, pour aussi avoir des enjeux négatifs. Donc ça va être ça qui va se maintenir par-delà, voilà, par-delà l'apparence. Finalement, ça va être la différence entre l'apparence externe et la réalité interne des personnages. Et c'est tout le jeu de Lost d'ailleurs aussi, où finalement les personnages changent sans cesse de contexte, de cadre, mais
qu'est-ce qui est vraiment là au fond d'eux? Et c'est même théorisé dans Lost au bout d'un moment par les épisodes qui concernent Desmond avec cette idée de constante. Voilà. Quelle est ta constante qui va te permettre de rester toi, même si tout change autour? D'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train d'être, je fais une digression, qui est en train d'être totalement volée par Loki, la saison 2 là, sur Disney+, où le personnage de Loki, c'est typiquement le personnage de Desmond dans Lost, quoi. C'est exactement la même chose. C'est le personnage qui saute de temps en temps, là, et qu'est-ce qui fait qu'au fond, il reste le même tout au long de ça, quoi. Fin de la digression. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, je vais le dire de manière un peu méchante, que Abrams c'est une espèce de, je sais pas moi, on va dire d'arnaqueur, quelqu'un qui nous fait croire qu'on va regarder une série d'espionnage et finalement, hop, bah non. Euh, est-ce qu'il, comment dire ça, est-ce que c'est pas un peu piège tout d'un coup comment dire ça, l'affiche de ce qu'on va voir, on se dit ah bah je vais regarder un truc d'espionnage et... Ouais, bah, après, alors le principe d'espionnage est toujours resté, puisque peu importe, même si les rôles de gentils, de méchants, les agences, les noms, tout ça change toujours, il y a toujours des gentils et des méchants qui cherchent le même objet magique et qui se battent entre eux. Donc il y a, la promesse, au fond, fondamentalement, est toujours respectée, est toujours accomplie. Mais effectivement, il peut y avoir cette idée de que ça va trop loin, qu'on perd le fil ou que ça n'a plus aucune réalité. Effectivement, c'est une sorte de ligne de crête un peu compliquée à tenir. C'est pour ça aussi sûrement qu'il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. C'est jusqu'à quel point est-ce que la suspension d'incrédulité est maintenue? Est-ce que le pacte entre le spectateur et l'auteur est maintenu? Moi, je trouve que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a toujours fondamentalement cette honnêteté, voilà, sur les émotions, sur la réalité des personnes, des enjeux au fond d'eux-mêmes, et, et à la fois en même temps la cette espèce de complicité c'est une complicité qui est construite finalement entre l'auteur et le spectateur sur je sais, je sais qu'on a regardé les mêmes œuvres, je sais qu'on a les mêmes références, je sais qu'on est dans cette espèce de post-cinéma, voilà, un peu. De Palma le fait avec Hitchcock, Tarantino le fait avec la série Z, Abrams le fait à sa propre manière avec Spielberg et Lucas en disant, voilà, on est tous fans de ces films-là et on peut jouer ensemble avec. Venez jouer avec moi. Voilà, une sorte d'invitation à laquelle qu'on peut refuser ou qu'on peut accepter. Voilà, enfin, je dis Spielberg, Lucas, faut pas oublier Star Trek aussi dans le lot, bien sûr, puisqu'il en a fait deux. Donc voilà, on a les mêmes références, on a les mêmes jouets, jouons ensemble. Alors, C'est dit comme ça, je pense. il me semble qu'il avait dit dans une interview que bon, il a fait Star Trek, mais que bon, lui, ce qu'il voulait, c'était Star Wars. Que Star Trek, c'était pas trop son truc quand même à la base. Bah, ça se sent, voilà, Oui. quand on regarde, quand on voit Alias, quand on voit Lost, quand on voit ou même ces scénarios d'enfance, enfin, je dis de début de carrière, où on voit bien que ses vraies influences, c'est Spielberg et Lucas, c'est pas Star Trek. Voilà, Star Trek, je pense qu'on lui a proposé et il était ravi de le faire parce que Star Trek, ça peut être très cool à faire. Mais effectivement, fondamentalement, lui, c'est Spielberg, Lucas, c'est sûr. Alors, comme j'ai dit, le but, c'est pas de débattre, mais c'est vrai que Star Trek, quand je l'ai vu, bon, à part le côté reboot qui m'a fait ici, mais bon, en même temps, c'était dans le scénario. Enfin, bref, il y a d'autres choses. J'en parlerai quand on fera une émission Star Trek. Bon, le premier, ça arrivera bientôt depuis le temps qu'on l'annonce. Mais le... une des choses, c'est que la tonalité n'était pas celle de Star Trek. C'était beaucoup plus action et tout. Et ça, moi, perso, ça m'avait un peu travaillé. Ce qui m'amène à une question. Comment est-ce qu'il envisage ces remakes? Je m'explique, parce que alors là, je vais partir loin, c'est moi qui vais partir en cacahuète. En fait, en lisant le livre, j'ai pensé au réalisateur hongkongais, chinois hongkongais, Choi Ark, qui est un réalisateur reconnu. Je fais une vidéo dernièrement, je fais ma pub. Voilà. D'accord? Qui est un réalisateur dont ses films sont souvent aussi des remakes, dans le sens où il reprend des grands classiques du cinéma chinois et il les fait à sa sauce. Et justement, là où Choi Ark est considéré comme un génie à tel point que parfois ceux qui connaissent pas trop le cinéma hongkongais ont tendance à oublier les œuvres d'origine, certains, pas tous évidemment, hein, mais je veux dire, et ben avec lui, on a plutôt un regard un peu distant, un peu froid, en mode il fait encore un remake, etc. Alors, quelle est sa méthode de faire des remakes? Quelle est sa patte? Quel est son truc? Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste je refais? Pour moi, c'est dans le fait cette espèce comme un magicien qui fait semblant d'exposer ses tours dès le début. Abrams nous dit, oh, oui, je fais un remake. Par exemple, dans Star Wars, il met ses personnages, il leur donne des jouets il leur donne des objets des anciens Star Wars. Star Trek, il met en place cette histoire où Kirk et Spock, voilà, où Spock va rencontrer le vrai, enfin le vrai entre guillemets Spock, le Spock d'origine. Et il joue carte sur table. Ouais. Il dit, bah bah oui, c'est un remake. Regardez, il y a les personnages d'origine, regardez, il y a des clins d'œil, regardez, voilà,
dans Super 8, les personnages qui est censé se passer début des années 80, les personnages ont des jouets Star Wars des années 70. Donc il met tout un tas de signes partout qui crée pour moi une forme à la fois d'honnêteté, de complicité en disant, bah oui, je ne vais pas vous prendre en traite, je ne vais pas faire semblant que je repars de zéro et que j'efface tout ce qui s'est passé avant. Je le refais, mais en sachant que ça existait déjà. Je ne suis pas là à vouloir faire table rase. Je construis en plus de ce qu'il y a d'autre, de ce qu'il y avait déjà. Sur Star Trek, c'est ce qui me pose problème. Mais j'ai dit que je devais arrêter ça. Suffit. Vilain. Ah, Vilain. Non, non, mais ça en gros, vite m'intéresse. fait. Non, en fait, moi, vite fait, c'est que euh, c'est contradictoire parce que Star Trek, en tout cas chez nous, ça a une très mauvaise image. Ça n'a pas d'image du tout. Je sais qu'en Allemagne, ça Oui. fonctionne mieux. Dans les pays anglo-saxons, oui. Je pense que en Italie, je sais que ça passe à la télé, justement. En Espagne, je crois, vite fait, un peu comme en France, c'est-à-dire, voilà, sans plus. Mais en effet, faire encore une suite de cet univers qui est déjà bien chargé, c'était peut-être un peu compliqué. Et faire le reboot, c'était faire une porte d'entrée. D'ailleurs, pas mal de gens avec lesquels je fais des émissions sur Star Trek, ils ont découvert Star Trek avec ça. Après, ils sont devenus fans, ils ont tout regardé, ils connaissent les épisodes par cœur. Mais moi, j'avais un souci avec ce côté. Je reboot. Eh, mes fans, reste avec moi quand même. Tu vois, regarde, je te comprends. T'as vu, Bah, je t'ai compris. Moi, j'étais là. Non, tu m'as pas compris. Laisse-moi. ouais, il me propose une autre branche, oui, ça c'est vrai, mais je pense ouais, après voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une invitation qui cherche pas à convaincre forcément, mais pour moi, il ne se cache pas à la fois de proposer une autre branche et de savoir que quelque chose existe avant. Donc après, cette espèce de numéro d'équilibriste, oui, des fois, il marche certaines fois mieux que d'autres, ça c'est sûr. Par principe, il est compliqué, quoi. Après, j'ai d'autres soucis, c'est que justement, et ça, c'est intéressant parce que ça colle un peu au cinéma entre guillemets actuel, en tout cas au niveau des blockbusters américains. Je veux dire, on est dans, dans une J.J. Abramisation du cinéma, on va dire. Ah bah oui, Et, ça c'est sûr, c'est vrai, c'est d'ailleurs, j'allais dire, oui. est-ce qu'il a d'une certaine manière lancé le mouvement? Alors le mouvement existait déjà, commençait déjà sérieusement à prendre quand il est arrivé au cinéma. Il y avait bah, déjà rien que Mission Impossible, il y en avait déjà eu deux avant qu'il arrive, qu'il soit embauché par Tom Cruise. Il y avait déjà eu pas mal de trucs sur Terminator. Enfin, il y avait déjà eu pas mal de sagas qui partaient en vrille à cause de ce phénomène-là. Je pense que possiblement il l'a fortement accompagné et il a dû aider à l'amplifier, loin d'être tout seul. Hein. Parce qu'il y a Marvel qui prenait en même temps qui a commencé en même temps que les films d'Abrams, les Iron Man et autres, c'est totalement contemporain des films des Star Trek et du Mission Impossible 3 et autres. Je pense que le succès commercial de tous les films d'Abrams a forcément envoyé le message aux producteurs et aux studios que ben, ça marche. Voilà. Si ces films avaient été un échec, ça aurait peut-être entraîné autre chose, mais là, tous ces films ayant fait des cartons, ça n'allait pas donner de signal qu'il fallait pas faire, qu'il fallait faire autrement. Et justement, c'est aussi une des choses, autant bah, dans Star Wars, les gens connaîtront plus, mais dans Star Trek aussi, il y a ce qu'on appelle le fan service qui est bien présent. Et, euh, et du coup, enfin, je veux dire, le fan service, on sait, ça se fait critiquer un peu partout, ça y est, mais artistiquement, ça pose un peu problème. Est-ce que Abrams, il a ce côté, on s'amuse, comme on a dit, comme des enfants, et finalement, il cherche, j'ai envie de dire, c'est compliqué avec ce qu'on a dit, mais pas trop à raconter une histoire autre que le sous-texte, comme on a dit, des trucs philosophiques et tout ça. Oui, bah ça c'est sûr que ben, par exemple moi j'ai revu les deux Star Trek avant qu'on fasse la vidéo. Effectivement, le un me pose toujours un peu problème parce que il n'y a pas vraiment d'histoire dans le 1. Le méchant, il n'existe pas vraiment. Et à part raconter son propre sous-texte et son propre reboot, Star Trek 1, il raconte pas grand-chose, je trouve. Donc effectivement, des fois, ça se mord un peu la queue. Et Star Wars, la plupart des gens qui n'aiment pas Star Wars 7 ont le même argument qui est totalement objectivement qui est vrai, qui est que voilà, ça ne raconte pas autre chose que le fait de refaire Star Wars 4. Et ben c'est vrai, oui. Et après, c'est à prendre ou à laisser, on accepte ou pas. Super 8, c'est pareil. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure d'une espèce de ligne de crête. C'est voilà, c'est ce que propose Abrams. Et après, effectivement, on peut totalement dire oui, mais du coup, c'est juste ça. Bah ouais, c'est juste ça. Voilà. Et Et, trouver qu'il manque quelque chose. Oui.
Et dans le livre, alors comme on a dit, on était à la période de sortie de Star Wars 7, donc c'est écrit clairement, il est parmi les plus grands et tout ça. Et ensuite, son film d'après, si je dis pas de bêtises, c'est évidemment Star Wars numéro 9, duquel je tairai mon avis aussi pour éviter de se faire bannir de YouTube. Mais j'ai l'impression que depuis, il a perdu un peu, en tout cas en aura populaire. Il est plus dans la production. Oui, 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 il est revenu à la production. Et là, il a une série dont il est showrunner qui va démarrer début d'année prochaine, j'ai vu. Euh, Peut-être que, alors encore une fois, je ne le connais pas, donc là, c'est vraiment de la pure spéculation. Peut-être que entre le fait d'être enfin arrivé à faire non pas un, mais deux Star Wars, et déjà l'énergie que ça doit prendre, j'imagine, et puis ensuite tout le backlash qu'il y a eu là-dessus et tout, je pense que c'est possible que tant physiquement que psychologiquement, ce soit vidant, usant, et qu'il ait décidé de faire une longue pause. Et après, encore une fois, alors son tout premier amour, c'était le cinéma, mais après, il a quand même eu une très longue période de télé avant de passer au cinéma, et il a continué à faire de la télé, à produire, à créer des séries, même au début, pendant qu'il faisait des longs métrages. Si ça se trouve, en fait, le cinéma, c'était juste une parenthèse qui lui est arrivée parce qu'on lui a proposé des projets. Voilà, le seul film dont on sait qui vient vraiment de lui, c'est Super 8. Tous les autres, c'est toujours des projets qui lui ont été amenés, où on est venu chercher pour lui dire, est-ce que tu veux réaliser ce film? Donc peut-être que lui, ça lui va tout à fait d'avoir eu cette période de films réalisés pour le cinéma et que maintenant il revienne à la télé, à la production, et que ça lui convienne. Je verrais tout à fait ça comme ça, que qu'est-ce que tu peux faire d'autre après avoir réalisé deux Star Wars? Bon, voilà, c'est aussi la question, hein. Mais en même temps, hein, vous Un peu êtes comme réalisateur. pardon, je finis, un peu comme George Lucas, quoi. Après les Star Wars, il a plus rien fait. C'est ce que j'allais dire. Finalement, il suit le modèle de George Lucas. J'allais le dire après. On a eu la même Mais, idée. mais j'imagine, t'es réalisateur, il y a quelqu'un qui vient et te fait ça te dirait de faire le prochain Mission Impossible. Difficile de dire non comme ça sur le papier. Après, ça dépend des conditions et tout ça. Après, on te dit ça te dirait de faire Star Trek. Ça te dirait de faire Star Wars. Bon, si t'es fan et j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, Star Trek, surtout aux États-Unis, hein, la popularité, hein, plus que chez nous, comme on a dit. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un délire de geek, quoi. T'as Ah, envie c'est de le ça. faire. C'est un gamin qui joue avec ses jouets, c'est un ado qui joue à des jeux vidéo qui reprennent l'univers, qui fait du jeu de rôle, c'est tout ça, quoi. Surtout qu'en plus, à chaque fois, il avait un chèque en blanc pour le budget et il avait de plus en plus carte blanche sur la manière de le raconter. Et le seul où je pense qu'il était encore un peu sous contrôle, c'était le Mission Impossible 3. Et même Mission Impossible 3, c'est lui qui le coécrit, c'est sa bande qui le coécrit. Il a des acteurs à lui qui viennent faire des guests et des seconds rôles. Donc, on sent qu'il y avait quand même un peu les coups des franches pour faire Mission Impossible 3. Et après, de plus en plus, sur les Star Trek, le Super 8, les Star Wars, on voit qu'il fait un peu ce qu'il veut. Donc oui, clairement, il n'y avait pas aucune chance de dire non avec des tels projets qui sont proposés. C'est marrant parce qu'on dit souvent que les Star Wars, c'était plutôt au contraire très contrôlé. Bon, il y a eu le souci avec le 8 et ils n'arrêtent pas de se contredire, mais Mm. au contraire que ce sont quand même des films de producteurs avant tout, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il avait justement sa patte scénaristique vraiment? Alors, clairement, il y a un cahier des charges à remplir, ça c'est évident. Mais voilà, tu citais l'exemple du 8. Je pense qu'il y a eu un gros problème de production, de suivi, de gestion sur le 7, 8, 9, qui a été une catastrophe. Donc, visiblement, les réalisateurs avaient beaucoup plus les mains libres que ce qu'ils auraient dû avoir pour faire cette trilogie-là. Tant qu'ils respectaient, je pense, le cahier des charges, voilà, tel personnage, d'avoir tel univers. Enfin, je pense qu'il y avait deux, trois cases à cocher. Et une fois qu'ils les cochaient, ça convenait à tout le monde. Plus personne regardait trop. Donc, je pense qu'il y a eu une espèce de truc un peu raté comme ça au niveau Disney sur les Star Wars. Et ensuite, voilà, pour revenir à Abrams plus précisément, donc en arrivant sur Star Wars, avait déjà une grosse expérience de producteur, qui a, il me semble bien, a été crédité comme producteur sur le film aussi. Donc voilà, c'est pas un n'importe qui comme maintenant avec les Marvel où ils prennent n'importe qui a fait deux films indépendants pour le mettre réalisateur justement pour le contrôler de A à Z. Abrams quand il arrive pour faire Star Wars 7, il pèse quoi, il peut un peu imposer quand même ce qu'il veut et voilà et en plus de toute façon c'est quelqu'un qui naturellement va respecter le cahier des charges qu'on lui demande, c'est quelqu'un qui ne demande que ça de faire un Star Wars joueur, lumineux, où on s'amuse, où il n'y a pas trop d'aspérité. Donc c'est pas quelqu'un qu'on va aller emmerder sur le tournage parce que de toute manière, on sait qu'il va faire ce qu'il faut sans se forcer. Et après, bah, du coup, il a les coups des franches pour réaliser. Bon.
il faut dire que justement, comme on a dit, ses idées, sa manière de faire des films correspond à la vague du moment. Donc, en plus, tant mieux. Mais Star Wars, c'est quand même rigolo. On n'arrête pas de se plaindre sur les réseaux sociaux, ah, les producteurs qui coupent un film, qui font ci, qui font ça. Bah là, on vient de dire qu'ils leur laissaient trop de liberté sur une franchise. Je dis ça, moi. Bah, c'est peut-être pour ça que maintenant on contrôle encore plus que parce qu'effectivement ouais, le 7, 8, 9 ils sont très bizarres mais au moins il y a plus de choses à dire en bien ou en mal peut-être que d'autres œuvres maintenant ultra formatées là au moins le 7, 8, 9 on aime ou on déteste il n'y a pas de ouais bon oui, j'ai vu Star Wars 8 ok voilà c'est plus clivant quand même. Ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, Star Wars, même George Lucas, quand il est revenu à la saga, il s'en est Oui rendu compte. Donc, voilà donc on va dire c'était pratiquement sûr qu'il allait se ramasser un retour de flamme que les deux. Hein. C'était pratiquement sûr. c'est Mais en ça. plus, comme ça a été fait, c'est sûr c'était difficile à éviter. J'avais lu dans le livre qu'en fait, semble-t-il que les personnages d'Abrams sont aussi un peu le reflet de lui-même. Alors, on a parlé évidemment de Super 8, mais est-ce qu'on retrouve ce reflet dans d'autres personnages, que ce soit dans les séries télé ou au cinéma? Alors pour moi je pense que, enfin, c'est l'interprétation, la lecture que j'en ai. Voilà, dès qu'il y a un personnage qui va avoir cette problématique de figure paternelle, d'héritage à gérer, on peut y voir Abrams lui-même par rapport à sa question de Steven Spielberg existe, je l'adore, j'ai envie de faire des films comme Steven Spielberg. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue le père? Est-ce que je marche dans ses pas? Est-ce que je deviens son meilleur ami? Voilà, donc, et c'est une figure qui le met partout. Voilà, ça va être Jack dans Lost, ça va être Kirk, même Kirk, il en fait une figure qui a ce problème de figure paternelle dans Star Trek. Ça va être Rey et Kylo Ren dans Star Wars, on en a même deux pour le prix d'un, voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment cette figure-là qui est l'expression d'Abrams dans ses films et dans ses séries. Même des Alias, voilà, l'héroïne d'Alias, elle est coincée entre son père qui est un agent secret et sa mère qui est un agent secret, mais dans l'autre camp. Et du coup, ben, quel héritage je choisis entre les deux? Comment est-ce que qui je trahis? Voilà, qui est-ce que si je suis obligé de trahir, qui je trahis? Donc pour moi, voilà, et il en met absolument partout. Pareil dans Fringe, il y a carrément il y a des saisons entières de Fringe qui ne parlent que de ça, du rapport entre Peter et Walter, qui sont père et fils, et de comment est-ce qu'ils arrivent à travailler soit ensemble, soit l'un contre l'autre. Là, j'aime pas sa réponse. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais prévu de dire oui, et puis la relation peut rien. Voilà, merci. Il m'a devancé, là. Il, il m'a rebooté, il a changé le truc. Exactement. Mais je sais plus du coup, je suis perturbé. Ah bah, Pourtant, j'avais pas de question. Oui, je voulais revenir quand même sur ces deux choses. Alors, je sais que chez Playlist Society, on évite un peu les questions basiques parce qu'elles ont déjà été traitées 50 millions de fois dans tous les sens et tout ça. Mais vu que là, on est sur YouTube, on va juste quand même évoquer vite fait, d'ailleurs, le pourquoi ce n'est pas traité, le coup des lance-flares et le coup de la boîte mystère. Il faut quand même qu'on en parle un petit peu, sinon les gens vont dire qu'on n'a rien compris à son cinéma. ouais, bah, les Lensflare, c'est ce que tout le monde m'en parlait quand je disais que j'écrivais un livre sur J.J. Abrams. C'est plus que, c'est pas une volonté de pas en parler, c'est que c'est pas venu comme c'est une analyse plus thématique et de fond et des scénarios plutôt que de la mise en scène et de la forme. C'est pas venu à un moment, je me suis demandé si j'allais pas essayer d'en glisser un clin d'œil là-dessus, pour dire, eh, si j'en ai parlé, je sais je sais qu'ils sont là. Je suis pas aveugle. Je les vois comme tout le monde. Mais ça, c'est pas, voilà, ça s'intégrait pas. Donc j'en ai pas parlé, même si je sais qu'il y a Hélène Flair. Après, moi, j'ai l'impression que lui-même en a fait une sorte de clin d'œil comique de, ah ouais, vous me parlez d'Hélène Flair, ben, à chaque fois, je vais en mettre un peu plus, comme ça va vous faire parler. Parce qu'il y a des moments, enfin, je sais plus dans quel film où ça devient ridicule tellement c'est peut-être dans l'un des deux Star Trek, justement, ou dans Super 8, ou dans tous, où, Oui, dans tous. on voit que c'est fait exprès qu'il y en ait autant, quoi. C'est juste, c'est pour faire parler à la sortie. Après, l'histoire de la boîte mystère, pour être tout à fait honnête, je m'en souviens plus très bien donc de ce que c'est. Donc si tu peux me rafraîchir les idées là-dessus. Le terme, je sais bien sûr, mais Alors, j'ai plus l'historique en tête. Je crois qu'il avait reçu un cadeau de son père ou quelque chose comme ça quand il était jeune. Et en fait, il l'a jamais ouvert.
Je dis peut-être des bêtises, hein, parce que normalement, c'est moi qui pose ces questions. Oui, là, j'inverse les rôles, je Voilà, suis désolé. pas de souci, pas de souci. Et en fait, il l'a jamais ouvert. Et en fait, l'idée, en tout cas, ce qui se raconte, c'est que le questionnement de ce qu'il y a dedans, le fantasme, tout ça, de ce qu'il y a dedans, est plus fort que la réponse en elle-même. Que si un jour il l'ouvre, bon, il y a ça. Et, euh, et donc, que ce serait la méthodologie qu'il fait dans ses œuvres, celle de faire un début très fort qui pose beaucoup de questions. Ça, c'est Lost, par exemple, qui pose beaucoup de questions. Et finalement, la réponse en elle-même est moins intéressante que les sensations que l'on a à vivre la chose. Et finalement, la réponse, c'est là aussi où il est différent de tout le monde. C'est que, par exemple, si on prend un stéréotype d'un policier à la Agatha Christie, c'est la réponse qui donne la saveur à tout le reste d'une certaine manière. Parce que c'est ça qui fait ah ouais, donc il y a eu ça, ok. Même si la construction est intéressante aussi. Mais lui, en gros, la réponse, il dit ouais, la réponse, c'est pas ce qui est intéressant. Justement, ce qui m'intéresse, c'est le déroulement. Et du coup, encore une fois, il est d'une certaine manière novateur. C'est-à-dire qu'il va pas chercher à faire ça. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il se fait taper sur les doigts. Que les gens disent ok, il est très bien pour lancer des trucs, mais en fait, il a aucune idée de comment ça va finir. C'est pour ça que quand on m'a dit qu'il revenait faire le dernier Star Wars, j'ai fait ouais, c'est une très bonne idée ça. Prendre le gars qui est spécialiste pour lancer les trucs et pas les finir, on le met pour la fin. Très bien, bravo. Après, et passer après quelqu'un qui a méthodiquement tout cassé du 7 dans le 8. C'est de simplifier encore les choses. Histoire de dire ta boîte à mystère, voilà ce que j'en fais. C'est ça. C'est un peu ça en plus. Ouais, non, c'était une très bonne ambiance, les 7, 8, 9. Ouais, donc oui, effectivement, la boîte mystère. Bah, après, novateur, oui et non, parce que c'est quelque chose qui est. En fait, c'est deux. Moi, je le vois comme deux voies différentes. Effectivement, il y a la voie de dire je mets un mystère pour le résoudre à la fin, et c'est la résolution du mystère qui permet de tout recomprendre a posteriori. Ou après, il y a juste de dire c'est un mystère et le mystère n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages courent après. Et ça, finalement, c'est quelque chose que des personnes comme Hitchcock ou David Lynch ont pu faire aussi. Hitchcock, il a construit des films entiers là-dessus, sur cette idée de les personnages chassent un machin, on s'en fiche de ce que c'est, ce qui importe, c'est qui se court après pendant 2 heures. Le Et je vais MacGuffin, réussir, le voilà, et je célèbre. vais réussir à ne vous intéresser qu'au fait qu'il se court après sans qu'on sache jamais ce qui se passe réellement au fond. Et David Lynch, c'est un peu pareil. Lui aussi s'est fait beaucoup taper sur les doigts dans Twin Peaks pour, bah oui, ok, le mystère, mais bon, c'est quoi ta réponse? Et effectivement, c'est toujours le risque. Et là où ce que j'ai trouvé, ce qui m'intéresse beaucoup dans ta question, c'est le fait que tu dises qu'Abrams est doué pour réussir, pour commencer et pas pour finir. Et ça, c'est totalement vrai. J'en parle aussi. Ces séries, il a souvent tout mis en place, et puis ensuite, il a laissé d'autres les mener à terme. Et tout le temps, que ce soit Alias ou Lost ou Fringe, qui sont ces trois grandes séries majeures qu'il a pu constituer, à chaque fois, il est très présent au début et plus du tout à la fin. Comme s'il y avait cette idée, un peu, ben, je sais pas si c'est de l'ennui ou si c'est de l'hyperactivité qui fait qu'il passe à autre chose. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant chez lui, qui rejoint finalement cette idée de je pose un mystère et j'ai tellement pas envie de savoir la réponse, limite, si on veut aller dans l'extrême, j'ai tellement pas envie de savoir la réponse que c'est même pas moi qui vais me charger de l'écrire. Je vais voir ce que d'autres peuvent écrire. Comme un peu une espèce ouais, que les, le terme m'échappe, là, de téléphone arabe un peu, où c'est quelqu'un d'autre Mhm. qui va poursuivre l'histoire ou quelque chose comme ça. Et ça, Ouais. effectivement, c'est quelque chose qui est Je dirais un cadavre très exquis, du mystérieux coup. chez lui. Ou cadavre exquis, voilà, c'est ça. Parce qu'on ne connaît pas la réponse, on ne connaît pas ce qu'il y a avant. C'est ça. Et donc, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant chez lui, de cette idée de je pose les bases et après je fais confiance à d'autres, parce qu'il y a une grande histoire de confiance, parce que c'est toujours au même qu'il a donné les. Voilà, l'équipe qui écrivait les séries avec lui était souvent constituée des mêmes personnes. Donc, c'est qu'il balançait pas ça comme une bouteille à la mer en disant bon, bah, quelqu'un d'autre finira bien l'histoire, quoi. Voilà, je m'en défausse. Mais je pense que c'est fondamentalement ouais, quelqu'un qui est plus intéressé par l'idée de. Encore une fois, on en revient aux jeux d'enfants, voilà, de commencer. Les jeux d'enfants, ils n'ont jamais vraiment de fin. Les enfants s'ennuient avant de trouver la fin de l'histoire, ou la fin du jeu, ou quel est le vainqueur, et ils passent à autre chose. Il y a un peu cette idée-là, ouais, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Ouais, mais du coup, Star Wars 9, c'est un peu Ryan Johnson qui l'a fait. Tiens, maintenant, c'est à toi, débrouille-toi. Euh, Hein, moi aussi, je fais pareil. Mais est-ce que dans les séries et tout ça, ils donnent quand même une consigne de qu'est-ce que la fin, ou vraiment ils leur laissent la totale interprétation? alors ça, après, ça dépend, bon, on peut jamais vraiment savoir. Ce qu'on sait, c'est que dans Lost, il y a eu moi j'ai trouvé des interviews, des archives, des choses comme ça, où lui et Lindelof disaient qu'ils avaient quand même une idée un petit peu.
de où ils allaient, quoi. Ils avaient une idée des thématiques finales, ils avaient une idée par exemple, l'idée de finir sur le même plan d'œil que le début, le plan d'œil de Jack, que ça, ils l'avaient dès le début. Après, une série, c'est un organisme vivant. Il y a des dizaines de scénaristes, il y a des centaines de collaborateurs, ça dure 5, 6, 7 ans. Donc c'est toujours compliqué. Mais je pense, j'ai quand même l'impression qu'ils fixent quand même pas mal de guidelines au début. Par exemple, sur Lost, il est quand même crédité jusqu'au premier épisode de la saison 3, où il y a tout d'un coup le village des autres qui arrive et tout. On sait qu'il a aussi eu l'idée des flash forward. Donc, je pense quand même qu'il fixe les grandes briques et sans forcément avoir d'intérêt pour le point final concret, mais une fois que tu as fixé les grandes briques de départ, tu peux aller qu'à un certain endroit. Tu peux pas aller dans 20 000 directions différentes. La direction est quand même globalement fixée, quoi. Mhm. C'est ce que je pense. Alors, on a parlé beaucoup des thématiques, mais est-ce qu'on peut toucher un petit mot? On a parlé un peu des flairs et tout ça, mais est-ce que en tant que réalisateur, il a aussi une patte particulière à part les noms de flairs? Évidemment, déjà recité, mais on va le redire parce que c'est important. D'ailleurs, Alors, je vais à faire des part effets spéciaux pendant le. pendant la réponse, euh, Euh, je pense pas qu'il ait vraiment de pattes à part les lens flares. Pour moi, tel que je le vois, Abrams, c'est avant tout un scénariste. Il a vraiment commencé comme scénariste et ensuite il est passé à la télé. Donc à la télé, avoir une patte de mise en scène, c'est quand même compliqué vu les plannings et les budgets. Et ensuite, il a tout de suite été réalisateur et producteur. Il a jamais eu juste. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui pense vraiment fortement l'image. C'est quelqu'un qui pense plus l'histoire. Après, l'image est un moyen de le raconter. Alors ça veut pas dire que c'est mal filmé non plus. Il y a quand même, voilà, il y a un savoir-faire. De toute façon, c'est Hollywood, donc on arrive toujours à refaire un film qui est enfin, un peu moins de moins en moins maintenant, mais à cette époque-là encore, il y a 15 ans, on savait faire un film qui ressemble à quelque chose. Et donc non, un non, pour exemple de moi, film qui ressemble à rien là pour qu'on comprenne. bah, les derniers Marvel, quoi, je sais pas. Ah, c'est dit, Il y en a merci. certains qui sont d'une laideur sans nom, mais c'est pas les seuls non plus, hein, mais bon. Ou les DC aussi, bref. Donc Il se fait bien parce qu'il se fait les ennemis des uns et des autres. voilà, comme ça, voilà, pas Comme de ça, tout le jaloux. monde n'est pas content. Tout le monde est Voilà, mécontent. comme ça, tout le monde descend en bas et vient me chercher avec les fourches. Euh, mais non, voilà, je pense que c'est vraiment plus un scénariste et un producteur qu'un réalisateur. Ce qui pourrait expliquer aussi que il n'ait pas eu plus d'intérêt que ça à réaliser d'autres films maintenant et que ça l'intéresse plus les postes de producteur et de scénariste, voire même au-delà même de producteur, de responsable de studio, quoi. Voilà, parce qu'il a aussi formé son propre studio, qui a eu un grand succès aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est ces rôles-là qui l'intéressent plus. Et du coup, il serait peut-être plus intéressé à travailler comme scénariste sur des films. En tant que producteur, il peut être le chef, il prend un yes man, peut-être de talent, puis il lui dit voilà, fais-moi ça. Après, on en revient bah, il l'a fait deux, trois fois sur certains films, par exemple enfin, même si c'était pas des Yes Men, mais sur Cloverfield, par exemple, il l'a écrit, il l'a produit et c'est Matt Reeves qui le réalisait, ou sur d'autres séries aussi, où il est juste producteur sans être crédité comme scénariste ou comme créateur. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et que j'ai oublié le temps de dire ça. Il n'y a Ça pas me que moi. revient. Hein. Ah bah non, voilà, c'est que oui, c'est que à un moment, lorsqu'on te propose de réaliser Star Trek ou de réaliser Star Wars, tu dis pas non, je vais juste être scénariste et je vais laisser quelqu'un d'autre le faire, quoi. Tu dis Touche pas à oui, mon je jouet. pense. Voilà, c'est à un moment, C'est mon c'est l'altruisme. Enterprise. L'altruisme, ça va bien 2 minutes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais. Mais du coup, la grande question, est-ce que Abrams est un auteur dans le sens cahier du cinéma? Est-ce que c'est un Ah auteur? bah, la réponse est presque même dans la question, parce qu'il a quand même fait 2 fois la couverture des Cahiers du cinéma. Pour Star Trek Into Darkness et pour Super 8. Donc pour moi, oui, clairement, c'est un auteur justement parce qu'il a su construire une œuvre à la fois à la télé et au cinéma, parce qu'il y a des enjeux qui reviennent, parce qu'il y a des thématiques fortes qui traversent toute son œuvre, parce qu'il a su se créer une place aussi. Les grands auteurs hollywoodiens, c'est pas la même chose que les auteurs RSS. Être auteur à Hollywood, c'est avoir su s'imposer dans l'industrie comme un Hitchcock, comme un Spielberg, comme un Coppola à un moment. C'est voilà, c'est non seulement dire des choses par ses films, mais c'est aussi dire des choses par sa place dans l'industrie. Et Abrams, justement, en faisant ce pont entre télé et cinéma, où là, pour le coup, il a été vraiment l'un des premiers à mettre les deux sur le même plan et à montrer qu'on pouvait réussir dans les deux en même temps. Et il a dit quelque chose aussi par sa place, en plus de le dire par son œuvre.
Eh ben, c'est dit. Alors, je propose qu'on prenne un peu ces œuvres, peut-être d'abord la télé, parce que finalement, c'est, j'ai envie de dire avant tout un homme de télévision, mais aussi parce que les séries télé, ça dure plus longtemps, hein, donc forcément, ça laisse plus de temps. Peut-être reprendre œuvre par œuvre et voir justement qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, qu'est-ce que ça apporte à cette construction-là. Et de ce que je vois là, la première, ça a commencé déjà en 98 avec 4 saisons de Felicity. Alors Felicity, oui, c'est une œuvre dont je parle moins dans le livre parce on n'est pas on n'est pas encore dans l'œuvre de genre science-fiction ou fantastique ou des choses comme ça comme va y avoir, ou polar. Voilà, on n'est pas dans, on est juste dans presque dans un soap opéra, voilà, sur une étudiante à l'université et comment elle vit au jour le jour. Donc c'est pas, voilà, pour moi c'était un peu en dehors du cadre. Mais effectivement, on va dire que c'est là qu'il s'est fait un peu la main, qu'il s'est fait une équipe aussi, puisqu'il y avait pas mal de collaborateurs qui travaillaient déjà sur Felicity, qui s'est fait un peu connaître, qui s'est donné les moyens de proposer d'autres projets plus ambitieux. Voilà, c'est une manière d'entrer pour de bon dans le système, alors qu'avant, il avait galéré quand même pendant une décennie entière à vendre des scénarios, à ne pas vendre des scénarios ou à réécrire les scénarios d'autrui. Donc pour moi, Felicity, voilà, c'est une manière de réussir enfin à se faire une place dans l'industrie, à montrer qu'il existe, à montrer qu'il sait faire des choses, à montrer qu'il sait travailler, pour ensuite passer à l'étape suivante, qui va être Alias, où là, voilà, il commence à poser les risettes, à poser les récits qui partent dans tous les sens, à poser les enjeux d'héritage, de paternité, à faire des jeux avec l'espionnage, avec des jeux avec le méta, des références à l'écran. Voilà, d'ailleurs, il y a pas mal de guest stars aussi qui viennent dans Alias qui permettent de jouer un peu à ce jeu-là. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une progression. Felicity, ensuite Alias, et ensuite Lost, qui à l'époque était quand même la plus grosse série qui existait du moment, qui a eu le pilote, qui était l'épisode de série le plus cher de l'époque. Je pense que depuis, ça a été largement explosé avec l'arrivée des Netflix et autres en termes de budget. Mais à l'époque, le pilote de Lost, c'était un budget de long métrage. C'était inédit pour un épisode de série télé. L'importance de Lost et même le backlash qu'il y a eu ensuite, qui était le contre-coup de l'importance, était incroyable. Et puis, on en a parlé tout à l'heure un peu avec l'histoire des noms de philosophes de Lost. Il y avait quand même dans Lost à la fois ce côté ultra grand public. Faut pas oublier que Lost, au début, ça passait quand même en France en prime time sur TF1. C'est dire quand même la masse de spectateurs que ça drainait. Et en même temps, voilà, on a des personnages qui s'appellent par des noms de philosophes du Moyen-Âge et d'une saison à l'autre, ça part dans tous les sens. Il va y avoir du voyage dans le temps, il va y avoir tout d'un coup des méchants qui en fait sont gentils. Enfin, donc, pour moi, il y a vraiment un pic avec Lost en termes de série télé. D'ailleurs, c'est après qu'il passe au cinéma. Et après, presque comme je sais pas, un épilogue, une parenthèse, une digression, un petit plaisir personnel. Il y a Fringe qui redevient un peu comme Alias, un peu, qui est beaucoup plus joueur, beaucoup moins écrasant que Lost. Voilà, Lost, il y a un côté très écrasant. Fringe, en gros, c'est J.J. Abrams et ses potes qui s'amusent à faire X-Files, quoi. Et d'ailleurs, qui le citent explicitement dans certains épisodes, avec des monstres de la semaine, avec des histoires sans queue ni tête, avec des personnages qui mélangent les blagues et le fait d'avoir de l'horreur ultra gore. Donc, Fringe, il y avait vraiment un retour au. C'est un peu, j'imagine que si Abrams devait refaire un film après les Star Wars, ce serait un peu comme Fringe par rapport à Lost. Voilà, il ferait un truc plus tranquille, plus fun, plus dans son coin, où on viendrait moins l'embêter, quoi. Mhm. Alors, avant de continuer, j'avais dit que j'avais une petite question par rapport à ton actualité. Est-ce que je peux le dire ouvertement? Oui, oui, Oui. bien Donc, sûr. il est redevenu papa pour la deuxième fois, donc Voilà, félicitations déjà, hein, tout le monde là merci. dans le chat et dans les commentaires, hein, ça. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'avoir un enfant, finalement, ce n'est pas aussi une forme de reboot? Parce que c'est revenir à l'enfance à travers ses yeux, mais un peu comme Abrams. Une enfance, mais pas à la même période, une enfance moderne. Moi, j'ai dû m'occuper de ma petite nièce de 4 ans il y a quelques jours maintenant. C'est aussi faire attention, voir où son attention se porte. Enfin, est-ce que finalement, j'ai envie de dire, au-delà du cinéma et des fameux remakes, est-ce que finalement, ce n'est pas le sens de la vie que de, c'est beau ce que je veux dire, c'est magnifique, que de se rebooter à travers les gènes pour les nouvelles générations? Ah bah oui, bien sûr, il y a ça. Alors après, là, mon deuxième fils, il a même pas un mois, donc pour l'instant, il voit pas grand-chose plus loin que son biberon. Mais j'ai mon premier fils qui a 13 ans maintenant, donc j'ai pu voir toutes ces étapes, effectivement, de petite enfance, maintenant adolescence. Et oui, c'est passionnant ce rapport entre à la fois
ce qui ne change pas, les références, les héritages qu'on arrive à transmettre, hein, des films, des jeux vidéo, des séries télé, n'importe quoi, et en même temps des choses qui soit sont totalement neuves maintenant. Voilà, mon grand-fils, il passe son temps sur Fortnite maintenant. Bah voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas à notre époque, Fortnite, quand j'avais son âge. Et en même temps, à côté de ça, bah voilà, les Star Wars, j'étais allé les voir avec lui et il était comme un gosse à voir Star Wars sur grand écran, pareil. Donc c'est très intéressant ouais, de voir à la fois ce qui reste et ce qui soit est perdu, parce que des fois je lui montre des trucs et ça arrête complètement, et ce qui est nouveau, voilà, et j'essaye vaguement de me tenir au courant de ce qu'il fait, mais sans passer non plus pour un gros relou de boomer qui est là à essayer de garder l'air du temps de l'attraper par la queue, mais ouais, d'essayer de m'intéresser à ce qui chez les jeunes remplace, au sens, voilà, remplace, reboot, reset, ce que nous on avait à leur âge, qu'est-ce qu'ils ont maintenant à la place. C'est super intéressant. C'était ça la question que ça m'avait inspiré. Je me suis dit, ah, ok. Non, Bah, mais c'est génial, finalement, et ça puisqu'on colle était bien au un, thème, hein. voilà, comme on était un peu dans la philosophie et tout ça, l'éternel recommencement aussi de Nietzsche, qui est donc, en gros, si je me trompe pas, c'est est-ce que vous êtes prêt à revivre votre vie exactement pareil? Si c'est le cas, c'est que vous avez réussi votre vie, bah, d'une certaine manière, on est dans cette thématique-là. C'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, si on revient quand même à Monsieur Abrams, en tant que producteur, il a produit la série Person of Interest. Est-ce qu'il a eu aussi un mot à dire en tant que producteur ou il laissait carte blanche à Jonathan Nolan? Alors, Person of Interest, je sais plus, j'ai eu les deux ou trois premières saisons à l'époque, je sais plus pourquoi Ouais. j'avais arrêté, parce que ça me plaisait bien en plus. Parce que toujours pareil, on a trop de trucs à voir et trop de trucs à faire, on s'y Non, c'est perd. pas vrai. Mais il y avait quand même des. Alors après, bon, Jonathan Nolan, c'était sa première série, il me semble, ou en tout cas, il y avait pas... c'était pas le nom qui c'est devenu maintenant avec Westworld, avec tout ça, donc c'est. J'ai quand même retrouvé des choses d'Abrams dedans. Je me souviens m'être posé la question de est-ce que j'en parlais dans le livre ou pas. Finalement, bon, c'était un peu trop ténu, il y avait pas besoin, c'était pas si prégnant que ça. Mais typiquement, je me souviens, il y a quand même plusieurs acteurs de Lost qui reviennent dans Person of Interest. Il y a quand même toujours toute l'idée, voilà, un peu à la Alias, de qui sont les gentils, qui sont les méchants, quelle est notre place dans tout le ramdam des complots, des énigmes et tout. Pour moi, il y a une espèce de petite filiation. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait qu'il a son studio Bad Robot. Voilà, c'est comme le fait que depuis le Abrams de Mission Impossible, même s'il n'en a plus fait depuis, bah, les Missions Impossibles, ils sont quand même un peu teintés Alias, alors que les deux premiers, pas du tout, quoi. Ceux de Palma et de John Woo, c'est totalement aux antipodes de tout ça. Et depuis Mission Impossible 3, ça ressemble quand même à du Alias un petit peu, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y a mis aussi un peu de lui dans cette série, sans être crédité pour rien du tout, mais en tant que, peut-être que, bah, à son tour, d'être devenu à son tour la figure tutélaire qui souffle des conseils ou des choses comme ça. Et donc, on ne reparlerait pas encore de recommencement, etc. Ah J'avais dit, mais bah, de toute façon, là, c'est un on a jour sans parlé de fin, la là, c'est spirale, pas. ah bah, ces films, des fois, c'est littéralement ça, hein, ou ces séries. Après, il y a une petite série d'une saison de 8 épisodes, je vois, 11, 22, 63, je connais pas du tout. Ah bah, en fait, bah, alors c'était passé juste avant que j'écrive le livre, donc effectivement, après, c'est un peu retombé dans les limbes. Bah, c'est tiré d'un très bon roman de Stephen King, Ouais. qui, en fait, bah, l'histoire est très, très fidèle au livre de Stephen King. En fait, c'est un homme qui est joué par James Franco dans la série, qui un jour trouve un portail temporel qui le ramène, alors qu'il le ramène pas le jour de l'assassinat de Kennedy, mais qui le ramène quelques années avant. Et du coup, au bout d'un moment, il se dit, ben, est-ce que j'essaierai pas d'en profiter pour empêcher l'assassinat de Kennedy? Et donc, voilà, après, toute l'histoire, voilà, de tuer Hitler, tout ça, machin, c'est repris. Sauf que c'est repris avec avec un double twist, on va dire. C'est qu'à la fois, comme il arrive, et alors, aussi, il a un nombre d'essais illimité. En fait, à chaque fois qu'il ressort du portail, tout est annulé. Donc, et On ça, c'est parlait pas d'un Abrams jour sans fin. ah bah ça moi je pense que c'est pour ça que j'en parle dans le livre parce que c'est intéressant parce que c'est Stephen King qui écrit tout ça, qui imagine toutes ces idées, mais elles sont tellement abramsiennes que moi c'est évident que J.J. Abrams en lisant le livre il s'est dit bah oui, faut que je Ça, c'est fasse moi, une ça. série de ce truc, c'est moi, c'est les mêmes idées. Donc et donc voilà, il y a un double twist qui est à la fois que comme le personnage arrive quelques années avant, il est obligé de faire sa propre vie avant d'arriver à l'assassinat de Kennedy, donc forcément ça le change lui-même
en plus de changer le cours de l'histoire. Et puis il y a aussi, bien sûr, toujours cette histoire classique qui est que quand on essaye de changer le passé, ça foire toujours. Et là, comme c'est Stephen King, ça foire dans des proportions apocalyptiques, au sens littéral. Et donc, c'est vraiment, c'est très intéressant parce que, alors, est-ce que c'est parce que Stephen King lui-même avait bien aimé Alias et Lost, j'en sais rien, ou que juste il avait envie de raconter lui-même cette propre histoire. Mais c'est vraiment étonnant comment le livre colle aux thématiques abramsiennes et que du coup, ben, c'était évident qu'il allait devoir en faire une série, ce qui me permettait, moi, de le mettre dans le livre aussi. Mais après, c'est effectivement une série qui a pas du tout marqué l'histoire et rien du tout, mais qui est, voilà. On parlait tout à l'heure de est-ce que c'est un auteur? Bah oui, c'est un auteur, parce que même dans quelque chose d'assez mineur comme ça, et où en plus il n'est même pas crédité comme créateur, il a laissé faire par quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui a initié le projet, voilà, il met des thèmes de lui là-dedans. Je rappelle parmi les thèmes, on a dit le bien et le mal, le déterminisme, le reboot, on y Le est. reboot, ouais, ouais, c'est ça. On y est. Et puis le fait que tout ça ne fonctionne jamais, que les humains sont fondamentalement, ouais, enfin, qu'il n'y a rien de parfait de possible, que quand on essaye de faire quelque chose, il va forcément y avoir des effets de bord négatifs qui parfois peuvent devenir plus importants que les effets positifs. Parce que c'est quelqu'un d'assez pessimiste sur l'humanité? Alors, c'est quelqu'un de, je pense, on va dire plutôt réaliste, c'est-à-dire voilà, il est conscient Donc que pessimiste. bah non, parce que, comme je disais tout à l'heure, il arrive toujours à trouver, à faire que ça se finisse bien quand même. Mais ça ne se finit pas bien sans sacrifice, ni sans travail sur soi, ni sans effort. Voilà. Le happy end se mérite très fortement. Et certains, ils payent de leur vie, tout ça. Dans ces séries, il y a toujours beaucoup de choses très, très tragiques qui se passent avant d'avoir une fin heureuse. Voilà, la fin heureuse, bah, c'est presque, elle arrive presque trop tard. Voilà, il y a un côté, donc on peut pas dire non plus pessimiste parce qu'il n'y a jamais de fin malheureuse dans les films ou dans les séries d'Abrams, mais c'est des happy end qui ont une connotation un peu mélancolique, un peu, c'est un peu ambigu, voilà. Donc c'est en ça qu'il est réaliste. Il ne veut pas, il veut croire aux fins heureuses, mais il sait que dans la vraie vie, bah, c'est compliqué, quoi. D'accord. Alors là, maintenant, on passe au cinéma. Mission Impossible 3, un film étonnant parce que, alors bon, déjà, il est arrivé dans la période, alors bon, parler de période sombre de la carrière de Tom Cruise, bon, c'est légèrement sombre, hein. Le mec, C'est il cartonnait, relatif. mais un petit chouïa moins où il est un petit peu critiqué, mais voilà. Mais c'est un film qui est très, justement, série télé, ça tout le monde le dira, une espèce d'efficacité des séries télé d'époque, avec une mise en scène aussi, pas toujours au niveau, justement, d'un film, on va dire, par rapport à ce qu'on imagine. Et pour moi, on a tout ce qui fait Abrams, c'est-à-dire, enfin, tout ce qui fait, d'une certaine manière, la boîte mystère, c'est-à-dire, il met un suspense de fou au début, et au milieu, il te fait. Bah oui, après, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'a pas inventé, mais oui, qu'il a dans Mission Impossible 3, c'est poussé à son paroxysme avec la patte de lapin, voilà, Ouais, ça aussi. c'est extrême. Et ouais, ouais, bah, il y a vraiment, oui, c'est pas grand-chose à rajouter, il y a une vraie efficacité, ouais, de série télé totale dans Mission Impossible 3, avec voilà, cette scène pré-générique qui, en fait, est au milieu de l'histoire. Ensuite, toutes les scènes qui s'enchaînent à un rythme invraisemblable. Et justement, je pense que c'est. Alors, est-ce que c'est la meilleure manière de traiter Mission Impossible? Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup le premier de Palma aussi, qui est totalement différent. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait pour que la franchise existe derrière, clairement, puisque c'est une recette qui est reprise depuis. Alors, même si les films enflent de plus en plus en termes de durée et de péripéties et tout, mais on a toujours cette même recette, voilà, d'avoir un rythme de fou et d'avoir des péripéties folles et des déguisements qui reviennent à du Alias, voilà, les personnages qui se déguisent sans cesse, qui vont aux quatre coins du monde en une heure et qui croient suivre quelque chose et qui en fait se rendent compte en mi-chemin que ce qui suivait c'était une fausse piste. Bah oui, tout ça, il l'a repris de Alias, c'est un peu la saison 6 d'Alias, Mission Impossible 3. Ouais. Et puis, Mission Impossible, qui, je sais que certains ont tendance à l'oublier, mais à la base, c'est une série télé quand même. Voilà, c'est pour ça voilà, il refait Mission Impossible, mais finalement en reprenant des éléments d'origine. Ouais. Alors, je profite aussi. On a fait une vidéo, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Nous, on avait fait 2h27 et 59 secondes sur Mission Impossible 3. C'était pas la plus longue qu'on ait fait. Hein. On avait fait 3h11 sur Fallout. Donc, pour vous dire qu'avec l'ami Anton, on en a passé du temps à se disputer sur sur la deuxième partie du film, puisque moi, je trouve la dernière partie un peu ratée quand même. Mission Impossible 3?
Ouais. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on retrouve la scène de début, tout se dégonfle. Parce que tout joue sur le suspense qu'il crée au début. Et quand tu arrives et il te fait nanana, tu fais. Et après, Ouais, il donc clairement, t'appelle à relancer un peu l'énergie, même s'il le, y arrive un peu. le dernier acte est clairement moins fort que ce qu'il y a avant. Pour moi, mon moment préféré dans Mission Impossible, c'est toute la scène à Rome, au Vatican, Ouais, qui est épatante. Voilà, c'est du cinéma, enfin, ou de la série télé. Enfin, en tout cas, c'est du récit hollywoodien parfait, en quelque sorte, d'efficacité, de promesse, de rapport avec le spectateur. C'est juste, c'est jouissif. Il y a un côté ouais, jouissif dans ce passage du film. tout à fait. Et Et c'est forcément, très après, est-ce Mission qu'on peut Impossible, faire, la série. Oui. voilà, et après, est-ce qu'on peut faire mieux ou ne serait-ce qu'aussi bien que ce passage-là, c'est compliqué. J'avoue que ce passage-là, quand je l'avais vu au cinéma, surtout que le 2, déjà le 1 perdait une partie de l'essence de la série, le 2, il n'en a pas d'essence de la série. Et là, ici, tu dis, ah, là, je retrouve Mission Impossible. Moi, j'adore la série, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je retrouve l'essence de la série. Là, j'ai fait, ah, là, on retrouve quelque chose. Et ça m'a fait plaisir, j'avoue. Comme quoi, j'arrive à dire parfois des choses pas trop mal sur le mec. Voilà, par petites séquences. Voilà, il ne faut pas trop abuser, mais de temps en temps. Bref. Et ensuite, étonnamment, il repart à nouveau sur l'adaptation de Star Trek. Mais Star Trek, c'est à la base un univers de Une série télévision, télé. encore une fois. C'est surtout un univers de télévision, malgré un nombre de films quand même assez conséquent. Et là, il fait donc un soft remake, on va dire, un soft reboot, c'est-à-dire il reboot, mais les fans restaient là. Bon, allez, je vais dire un des trucs qui m'a agacé, moi, c'est que, comme je disais, dans le fan service, en fait, tout le, tout le principe du film, c'est que Kirk et Spock deviennent potes, parce qu'une fois qu'ils deviendront potes, ça va être génial, ça fera des lumières, ça fera des arcs-en-ciel dans l'univers, ils vont sauver l'univers, la galaxie, l'espace-temps, ta mère, enfin tout le monde, ils vont sauver tout le monde. Et j'étais là, ouais, enfin, c'est un peu facile. Surtout que Star Trek, pour moi, c'est un côté, justement, un peu sub, justement, pas très Star Wars, j'ai envie de dire. C'est pas des super-héros à la base. C'est des mecs qui, bon, qui sauvent la planète dans chaque film, bien sûr, mais, mais de manière, entre guillemets, dans les séries télé, mais ça vient de la télévision, moins de budget, plus sobre. Et là, j'ai trouvé que ce côté un peu fan service appuyé m'a dérangé dans le premier. Bah, moi, le premier, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Effectivement, moi, Ouais, ce qui me j'allais gêne, dire. ouais, c'est qu'il n'y a pas, en le revoyant, il y a pas vraiment, il y a une superbe scène d'ouverture, la scène d'explosion du vaisseau et de mort du Kirk père. Et je trouve que c'est très beau, c'est du très beau cinéma. On en prend plein les mirettes. Et après, il y a tout ce problème de, voilà, il veut raconter, bah, de problème d'origin story un peu, où il veut, finalement, le seul enjeu du film, c'est que les personnages arrivent à la fin, à la place où on sait qu'ils vont arriver. Et du coup, toute l'histoire du méchant, tout ça, il y a quoi? Il y a 40 minutes peut-être pour en parler et c'est pas assez. En plus, comme c'est compliqué avec cette histoire de voyage dans le temps et tout, il faut que les personnages prennent le temps de le comprendre eux-mêmes. Donc, au bout d'une heure et quart, on nous explique, ah, au fait, c'était pour ça qu'ils étaient là et tout. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression en revoyant le premier Star Trek d'Abrams, que c'est traité un peu comme un pilote de série télé, justement Mhm. qui met en place tous les éléments pour ensuite faire 20 épisodes plus tranquilles, plus posés, plus développés. Sauf que là, c'est censé être un film, donc on n'a pas les mêmes rapports, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même, ouais, la même place. Voilà, le spectateur n'a pas la même place. Ouais, c'est intéressant de dire ça. Comme un épisode de série télé, je réfléchis, je dis ouais, 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 Clairement, il y a de en ça. le Ouais. revoyant, c'est vraiment un pilote de série télé. Ouais. Et à la fin, ils sont tous en place pour vivre une saison de 20 épisodes où ils explorent la galaxie. Bon, C'est vrai que la fin, c'est c'est finalement, on va dire, la formation de l'équipage de l'Enterprise, d'une voilà, certaine manière. c'est tout à fait ça. Puis sans oublier aussi, on le veuille ou non, hein, le handicap que c'est que de reprendre une franchise aussi importante, respecter les personnages et tout. Il y a des acteurs qui imitent très bien les originaux. Comment il s'appelle? C'est Karl Urban qui fait le docteur. Ouais. Franchement, tu dis, ah ouais, quand même, on voit des petits liens quand même, hein, c'est bien fait. Hein. C'est là qu'on voit que c'est pas un petit mauvais acteur pour ceux qui ne l'aimeraient Ah pas. non, c'est un très très bon acteur, je trouve, moi, Karl Urban. Ouais. Voilà. Très sous-estimé. Et après, là, il fait son film. J'ai envie de dire son film à lui, C'est ça. à savoir Super 8. Qui, là, clairement, je me souviens, à l'époque, tout le monde disait, c'est le retour à Haïti, aux années 80, à tout ça. C'est vraiment, c'est son film. Je veux dire, c'est un peu comme, d'une certaine manière, on a parlé des séries télé en disant que peut-être sa série télé, d'une certaine manière, sa grande série télé, c'est Lost. J'ai envie de dire que peut-être son grand film, d'une certaine manière, c'est Super 8.
En tout cas, même si donc c'est clairement tout est construit en miroir par rapport à E.T., c'est son seul film, on va dire, original, voilà, qui n'est pas lié à une franchise, qui n'est pas lié à une histoire préexistante de manière explicite, et qui en plus parle de, littéralement, il a dit lui-même sans le cacher, qui parle de son enfance. Donc c'est vraiment, oui, voilà, c'est son film qui s'est autorisé à raconter une fois qu'il avait, voilà, déjà une fois qu'il avait sa place à Hollywood pour pouvoir le raconter entre deux Star Trek, quoi, pour avoir le budget nécessaire. Donc oui, c'est vraiment, et là où c'est passionnant, c'est que c'est son film et en même temps, ce n'est pas très différent, quoi. Pour revenir, comme on disait tout à l'heure, Les Fabelmans, c'est très différent du reste de la filmographie de Spielberg quand même. C'est un drame très de famille. Voilà, il n'y a pas tout l'aspect film de genre, il n'y a pas l'aspect spectaculaire. Alors que Super 8, c'est pareil, c'est Abrams qui parle de son enfance, de son début dans le cinéma, de comment il est tombé amoureux de cet art, de comment il a commencé à faire des films et quand même qui fait un film d'Abrams comme le sont ses autres films, être un film de science-fiction à grand spectacle avec un gros alien, avec des scènes, avec la scène du déraillement du train, c'est du même niveau que la scène du début de Star Trek en termes d'effets spéciaux et de grands spectacles à foison. La scène, je sais même plus combien de temps elle dure, là, le temps que on a l'impression qu'il y a 80 wagons dans le train là, qui explosent les uns après les autres, c'est juste inouï. Et donc, oui, il en fait, et même, voilà, il refait E.T., mais il fait un E.T., alors, l'expression est péjorative, mais un peu sous stéroïde, quoi. Voilà, l'alien de Super 8, c'est pas l'alien d'E.T., quoi. C'est pas le même niveau. Et pourtant, les thèmes dont il parle derrière sont les mêmes. Voilà, les thèmes de la famille, les thèmes du divorce, les thèmes des adolescents qui se construisent à la fois sur ce que leurs parents leur laissent et en opposition avec ce que leurs parents leur laissent. Le début d'une histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment, c'est un film, moi, je pense, qui est mon préféré d'Abrams de loin. C'est parce qu'il y a à la fois, il y a ce mélange presque magique entre le grand spectacle et le côté personnel, le côté émotion. Enfin, la fin, le final de Super 8, qui est quasiment muet, les 5-10 dernières minutes sont muettes. Il y a juste la magnifique musique de Michael Giacchino qui porte les images. Et c'est super parce que sans avoir besoin de dialogue, comme il a tout bien posé avant, justement, encore une fois, avec cette efficacité de narration, bah, il y a plus qu'à tout faire se concrétiser ensemble, se rassembler ensemble, comme les humains arrivent à se rassembler, comme l'alien arrive à refabriquer son vaisseau. Ce côté magique, quoi. Et puis après, alors, il y a l'épilogue avec le générique, avec le film fait par les gosses eux-mêmes, qui est presque au moins aussi bien que tout ce qu'on a vu avant. Et non, pour moi, Super 8, c'est vraiment, ça reste je le revois avec immense plaisir à chaque fois que je le vois. Ouais, comme on a dit, je pense que c'est son film, vraiment. Mm. Et on a fait référence à Fablesman, là aussi, il tourne avec sa caméra et tout. Et donc on y est, même si là, il n'y a aucune référence, je pense. Je dis ça parce que j'en ai parlé dernièrement. Le dernier Miyazaki, c'est encore une fois un peu ce genre de truc, c'est-à-dire une, la- la- il parle de lui, mais en faisant son propre cinéma. Donc, Oui, tout à fait, comme c'est quoi vrai, ouais. les cinéastes sont des gens qui communiquent par leur cinéma et qui parlent d'eux aussi. Voilà. Mm. Et donc, il y a C'est ça, peut-être qu'il faut. Oui. bah, oui, le fait de faire d'une autobiographie n'empêche pas de faire quand même des images qui font rêver. Enfin, ils arrivent à faire cohabiter les deux ensemble. C'est toujours étonnant. Bon, après, je suis pas sûr qu'Abraham s'est croisé un extraterrestre, etc. Mais c'est Non, intéressant justement. mais Ce, enfin, ce qui est plus en lien avec son enfance, c'est toute ouais. l'idée du film de zombie, quoi. Voilà, les gosses qui font un film de zombie, ça, apparemment, c'est ce que lui faisait aussi quand il était gamin, c'était au même âge, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, cette capacité à raconter sa vie, mais tout en gardant le côté spectacle showman hollywoodien. Et c'est introspectif, tout en n'étant pas fermé. C'est pas comment dire ça, un carnet secret dans lequel ils écrivent leurs pensées. C'est intéressant de voir et que peut-être qu'un jour il y aura un terme pour ce genre de film, je sais pas, peut-être ça existe déjà, où justement ils font ça, se raconter sa vie, mais aussi attirer les gens. Peut-être qu'il y aura. Bah, je pense que le terme, il faudrait rapidement l'inventer parce que c'est devenu un genre en soi ces dernières années. Tarantino a fait pareil avec Il était une fois à Hollywood, Cuarón avec Roma. Enfin là, Ouais. ils le Un font tous maintenant. biofictique. Donc voilà, Voilà, il j'ai faudrait trouvé. trouver. Un biofictique. Euh, C'est dégueulasse, et mais clairement, voilà. c'est devenu un genre majeur. Donc Ouais. Ensuite, il réalise un film. Alors, j'ai entendu dire que ce film n'était pas très apprécié dans la communauté de fans, à savoir Star Trek Into the Darkness. Mais avant de commencer, accrochez-vous, s'il vous plaît. J'aime ce film.
Je l'ai vu au cinéma, mais je l'aime bien. Non, parce que, on va pas se mentir, c'est globalement, grosso modo, un remake de La Colère de Cannes. Mais c'est marrant, j'y avais pas pensé. Mais maintenant que je parle de celui-là, je dis ce que tu as dit sur le premier, en fait. C'est que le premier, il fait tout son truc qui m'énerve, mais là, il te fait du Star Trek, certes, un remake, mais donc c'est moderne, c'est différent, ça change des trucs, mais il te fait un Star Trek. Je veux dire, entre guillemets, bon, comme c'est le même personnage qui revient et tout, pas, ça ce serait plutôt le 3, on pourrait limite le prendre et dire, bah voilà, c'est entre tel et tel épisode, ou entre tel et tel truc. Bah oui, et puis tout à l'heure tu disais que Star Trek c'est pas de l'action, c'est pas Star Wars. Là dans le 2, alors il y a toujours des scènes d'action, bien sûr, il y a du spectacle, mais Kirk et Spock, ils s'en sortent et ils sauvent la planète, pas parce qu'ils sont des super-héros, mais parce qu'ils réfléchissent et parce qu'ils sont capables d'esprit critique par rapport à ce qu'on leur impose, voilà, par leur intelligence et leur duo. C'est pas du tout par leurs muscles parce qu'ils ont un statut de héros, c'est différent, voilà, c'est pas comme d'habitude qu'ils sauvent la planète. C'est pas comme dans un Star Wars ou comme dans un gros film d'action. C'est par un chemin détourné. Mhm. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce film. Et ce film aussi, qui en plus, euh, comment dire, ça fait appel aux démons de l'Amérique, puisque les références 11 septembre sont assez évidentes. Donc, c'est des choses qui m'avaient beaucoup plu dans le film, personnellement. Ouais, bah c'est l'un des. Je sais pas, quand je l'ai revu la semaine dernière, ça m'a à nouveau marqué comme étant très fort là-dessus. C'est l'un des grands films pour moi post 11 septembre parce que ça raconte la manière de le transposer à l'écran de manière différente, de manière allégorique, on va dire, et en même temps ce que ça dit derrière de fond. Mais comme j'en parle un peu dans le livre, pour moi, ça sort pas de nulle part encore une fois dans l'œuvre d'Abrams. Parce que ce soit dans Alias ou même dans Mission Impossible 3 avec le rapport avec le personnage du méchant, comment il est torturé par Tom Cruise ou autre, il y a déjà des petites touches de cette possible pensée politique qui explose dans Star Trek Into Darkness. Et après, son film d'après, bah, c'est Star Wars numéro 7, Celui dont Le on a Réveil de la fait le Force. nom. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on a encore quelque chose qu'on pourrait rajouter? Parce que si je refais les films, c'est pour voir si on peut rajouter encore deux, trois infos. Ouais, ouais. Mais Sur le Star Wars 7, non, à part pour moi, il y a vraiment cette idée de qui peut à la fois être extrêmement dérangeante ou extrêmement honnête, comme on veut. C'est voilà cette idée de on me donne Star Wars, bah je vais pas faire autre chose que refaire Star Wars 4, quoi. Voilà, mais je vais montrer que je le refais. Une espèce d'honnêteté de copiste. Voilà, ouais, c'est un peu. Il y a un peu ce côté-là de oui, c'est une copie, mais je vous le dis en permanence, je suis là à vous le dire que c'est une copie et que il n'y a aucune ambition, il n'y a pas d'ego à se dire je vais réinventer Star Wars. Je marche dans les pas qui étaient là avant moi, je vais surtout pas. D'ailleurs, même il a un geste très fort là dans cette direction aussi, c'est le fait pour la première fois depuis très longtemps, voire même depuis toujours, de ne pas avoir collaboré avec Michael Giacchino à la musique, mais d'avoir repris John Williams. Rien que ça, c'est déjà un signe de je suis pas là pour tout casser, je suis là pour réagencer les choses, pour qu'on s'amuse, pour faire une espèce de post-scriptum un peu à ce qui existe déjà et qui ne pourra pas être égalé. Pour moi, il y a ce côté-là très modeste, voilà, un peu une forme de modestie, alors qui est compliqué à vendre quand c'est un projet à un demi-milliard de dollars, survendu par Disney pendant les 4 années précédentes. Mais pour moi, il y a une profonde modestie au fond de Star Wars 7. à l'époque de la sortie du film, personnellement, je l'ai défendu. Oui, 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 vous hallucinez pas. Je l'ai défendu parce que je disais justement, et c'est marrant parce que on en a parlé sur Star Trek, et Mission Impossible le fait aussi d'une certaine manière. Pour moi, c'était aussi un peu, et les fans, calmez-vous, regardez, on fait une intro, regardez, on vous a compris, vous n'avez pas aimé les 1, 2, 3, on revient aux bases que vous connaissez, regardez, on vous montre que je suis de votre côté, on se comprend, et après on fera des choses. Bon, après, voilà. Mais moi, c'est la sensation que j'ai eue, et c'est marrant parce que, comme on a dit tout à l'heure sur Star Trek, c'est la même chose, Émission Impossible d'une certaine manière, même si l'équipe ne reste pas, Simon Pegg, il est dans le tranche, je crois, il fait une petite apparition. Oui, Mais oui, il n'y il a pas commence les dans le autres. 3, ouais. Il commence, on a ce côté vraiment euh, en fait, c'est une présentation, c'est une introduction. Bonjour, installez-vous, nous allons commencer. La petite blague pour commencer, le petit show, et puis voilà. Donc, c'est pas un film que je déteste. Le problème de Star Wars, c'est que ces trois films n'existent pas indépendamment les uns des autres. C'est ça le problème. C'est que la saga est boiteuse en tant que telle. Si derrière les deux autres avaient été étincelants, j'aurais dit bon, ok,
il commence lentement, il met les choses en place pour exploser derrière. Mais là, ça a explosé, mais pour de vrai, en fait. Bah oui, oui, oui. Mais c'est quelque chose de, en un sens, c'est fascinant comme presque accident. Alors, accident industriel, le terme est trop fort parce que les films ont tous cartonné au box-office. Je pense que il n'y a pas eu de problème en termes d'argent, mais en termes de, oui, voilà, de cohérence, de fonctionnement d'art, c'est un accident invraisemblable. Les 7, 8, 9, d'avoir le 8 qui casse tout ce que fait le 7 et ensuite le 9 qui casse tout ce que fait le 8. Enfin, ça marche sur la tête, quoi. Il y a un côté 11 septembre aussi. Non, c'est horrible ce que je viens Oui, de dire. oui. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais, mais non, mais vraiment, c'est à se demander, voilà, comment ça a pu être accepté parce que du coup, ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, fondamentalement, ça ne peut pas, ça passe son temps à se tirer dans les pattes soi-même, quoi. C'est très étrange. Parce qu'on doit reparler du 9, mais je pense qu'on l'a dit en parlant du 7. Je pense que si tu as envie de rajouter quelque chose de spécifique à Abrams, à son travail, mais Bah, que pour moi, ça reste un film où on a encore des. Alors après, le 9 est vraiment particulier parce que il est arrivé dessus après qu'on ait viré le réalisateur qui était censé le faire en plus. Donc on ne sait pas dans quel état il a pris le projet, combien de temps il restait avant de le sortir. Enfin, c'est quand même, je pense que les conditions étaient clairement. En plus, voilà, il doit construire à partir des ruines qu'a laissé le 8, où littéralement, pour construire une histoire, après, faut se lever tôt. Donc, euh, donc clairement, le 9, pour moi, c'est que ce soit à tous les niveaux, que ce soit Disney ou Abrams, il y a vraiment juste l'idée de limiter les dégâts, d'essayer de faire un truc qui vaille ce qu'il vaut. Voilà, pour moi, je le prends comme ça, le fait que dès le carton d'entrée de début, on nous dit Palpatine est revenu. Voilà, comme ça, ouais. c'est fait. On n'essaye pas d'en faire un truc de surprise ou de le légitimer ou quoi que ce soit. On vous le pose là et comme ça, après, on a 2 heures pour faire autre chose, pour s'amuser. On perd pas de temps. Voilà, à partir du moment où la première phrase c'est ça, Ah, c'est que ce texte voilà. déroulant là, mon Dieu, quand il arrive, je fais là, mais t'es sérieux? C'est quoi cette intro? Genre, c'est une idée de merde, accepte-la. Allez, vas-y, accepte-la. C'est ça, voilà. On va même pas chercher à perdre 15 minutes à vous la vendre. On vous la pose et on part de là. Et si vous n'êtes pas content, vous partez tout de suite comme ça. Comme ça, vous avez peut-être encore le temps de vous faire rembourser à l'entrée. Ça a commencé depuis 10 secondes. Vous pouvez aller voir autre chose. Bref, mais donc pour moi, le 9, il y a quand même il y a des scènes qui fonctionnent, il y a une idée au fond, c'est toujours cette idée de finir d'aller finalement de retourner encore une fois à l'héritage, voilà, d'aller chercher Palpatine, d'aller chercher une espèce de truc de pilleur de tombe un peu, mais d'Indiana Jones, voilà, il y a un côté Indiana Jones, mais pas dans la narration bien sûr, mais dans ce que fait Indiana Jones, c'est un peu pour moi ce que fait Abrams avec le 9, c'est de dire, bah, je vais fouiller le, le, le sarcophage, le cadavre, je vais voir ce que je peux trouver pour reconstruire 2, 3 scènes qui sont impressionnantes, quoi. Voilà, je vais pas essayer de faire un film, je vais essayer de faire des scènes par-ci par-là qui sont sympas, faire du spectacle. Et il y a quand même 2, 3 scènes qui fonctionnent dans le 9, même si le film en soi, bien sûr, ça a ni queue ni tête, ça veut rien dire. Mais voilà, il s'est concentré sur le spectacle, voilà, sur le grand 8 avec le looping au milieu et tout. Mais ce qui est Et intéressant, oui, c'est le qu'il fait 9. même il fait même une boîte mystère. Et quand le personnage de Finn, il dit j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai après. Et en fait, il le dit Ouais, pas. oui. Oui, c'est ça, voilà, mais au point où on en était de cohérence de 7, 8, 9, Voilà. On c'est va se comme cette faire. espèce d'histoire chelou avec le vaisseau qui explose, mais où ils sont pas dedans et tout. Là, on met un quart d'heure à comprendre ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Non, non, mais c'est bon. J'ai fait beaucoup de gestes pendant le film. Honnêtement, j'ai fait. Et je Voilà. rappelle qu'à la base, j'étais plutôt positif. Le 7, le 8 était compliqué, mais tu dis, bon, s'ils ont une idée derrière et tout, mais j'ai vu le 9, j'ai fait, allez. Bah, J'ai, j'ai, j'ai- peut-être que Colin Trevorrow en avait une, mais qui a pas plu à Disney, quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, faut pas oublier ça, voilà. C'est que Abrams, il est revenu parce que il y avait un film à sortir et que il fallait faire ce qu'il pouvait faire, quoi. Et pour défendre Abrams, tout le monde fantasme toujours du film qui n'est pas sorti. Ah, l'autre, il aurait été mieux. Oui, mais vous n'avez pas vu le film. Peut-être que C'est ça. ça n'aurait pas été. Il y aurait eu plein de catastrophes. Et en plus, Colin Trevorrow, je ne vais pas être méchant, c'est pas non plus un excellentissime réalisateur. Je ne sais pas si on t'avait dit, ouais, ils ont fait venir Lucas et Spielberg pour le réaliser, il t'aurait fait, bon, peut-être. Mais voilà, c'est pas non plus. Sans C'est manquer ça. de respect, je veux dire, c'est que c'est pas un grand, quoi. C'est cool. Qui est un remake, un reboot, lui aussi. Enfin, en fait, bref.
Euh, et du coup, après, il y a les films qu'il a produits. Euh, Est-ce que dans les films qu'il a produits, il y a quelque chose qu'on peut citer? Moi, personnellement, j'avoue que Cloverfield est un film que j'aime bien. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu peut-être déçu, mais en le revoyant, c'est mon found footage préféré avec évidemment Rec. Et j'ai trouvé super intéressant l'idée, parce qu'il le dit dans les bonus du DVD, il dit je suis allé au Japon et j'ai vu que Godzilla était encore très à la mode. Alors avant qu'on fasse un Monsterverse chez nous, je vais faire un monstre géant américain. Donc il n'a pas repris Godzilla, c'est déjà entre guillemets une bonne chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il mélange le grandiose d'un monstre géant, d'un kaiju Eiga qui massacre la ville, mais en se centrant sur les personnages de par la caméra. Donc c'est le mélange de la menace plus grosse tu peux pas, mais à niveau humain. Ah bah, pareil, voilà, c'est moi à l'époque quand je l'avais vu au ciné, j'avais trouvé ça extraordinaire. Cloverfield, en plus c'est super court, c'est 1h10, voilà, c'est à l'os, il y a rien en trop. Et voilà, oui, ce mélange du géant et du tout petit est extraordinaire. En plus, aussi dans les bonus, ce qui est génial, c'est qu'on voit tous les effets spéciaux. On n'imagine pas la première fois qu'on le voit, surtout à l'époque où c'était pas comme aujourd'hui, on a compris qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi avec une image, avec les CGI derrière. À l'époque, c'était quand même encore réservé aux très gros projets. Donc voir un film comme ça, où toutes les images sont manipulées, toutes les images sont fausses, c'est extraordinaire. Voilà. C'est même un faux found footage en cela qu'il y a des effets spéciaux tout le temps, alors qu'un found footage, il y a quand même l'idée normalement qu'on est sur un truc où on essaye de faire quelque chose d'assez cru, d'assez réaliste, d'assez véridique. Là, c'est un found footage en CGI, quoi. C'est génial. Et cette idée d'avoir un gros monstre qu'on voit que petit à petit avant de le voir totalement à la fin et encore de manière très rapide. Non, pour moi, ouais, Cloverfield, c'est une expérience viscérale, Cloverfield. Il y a vraiment un truc où le film arrive à nous projeter dans ce groupe de personnages qui sont totalement paumés au milieu de New York avec un immense monstre qui débarque. On sait que c'est pas possible d'avoir un monstre comme ça, normalement, mais on en revient un peu au vieux cinéma, au Frères Lumière, là, l'arrivée du train et tout le monde soi-disant qui a peur. Il y a un peu ce côté-là pour Cloverfield, je trouve, oui, je crois qu'il y a un vrai monstre et je sais que s'il y en avait un, ce serait comme ça que ça se passerait et j'aurais peur comme ça et ce serait la panique et tout. Il y a vraiment un côté ouais, très, très pur, alors que le film est fabriqué de toutes parts. C'est assez génial comme mélange et moi je trouve ça extraordinaire. Et encore une fois, je le cite encore, mais la musique de Giacchino est à tomber dans le générique de fin sur ce film. Donc non, ouais, Cloverfield, s'il y a un film produit par Abrams à garder, c'est celui-là, c'est sûr. Et, Au contraire des suites qui ne valent pas grand-chose, mais Cloverfield, lui, c'est bien. mais ce qui est intéressant, c'est que là, il n'a pas fait un remake officiel, aussi pour une question de droit peut-être, mais d'une certaine manière, il s'inspire de ce qui existe déjà, puisqu'il américanise l'idée du kaiju Eiga, qui à l'époque n'était pas encore très à la mode. Maintenant, aux États-Unis, il en a 50 millions. Même le mot kaiju, maintenant, tout le monde le connaît. Depuis Pacific Rim, avant, personne ne savait ce que c'était. Donc, donc, il y a quand même encore cette patte-là. Il est toujours dans la Ah, zone. bien sûr, c'est Godzilla à New York, mais littéralement. Et plutôt, en 96, il avait fait Le Porteur, réalisé encore par Matt Reeves. Alors celui-là, je crois que je ne l'ai pas vu. Enfin, pas, je crois, je sais que je ne l'ai pas Je vu. ne l'ai pas vu non plus. Ah, Je ne bon, suis bah pas allé alors, jusque-là. suspense. Donc, par contre, Ah, je suis allé oui. jusqu'à voir les films tirés de ses premiers scénarios signés par lui, là, qui étaient À propos d'Henri et puis Forever Young. Mais Le Porteur, non, aussi parce que enfin, je l'ai peut-être vaguement cherché, je l'ai pas trouvé, j'ai pas cherché plus que ça à le trouver. Pas de Ça me souci. paraissait pas très très intéressant, Bon, très après, c'est nécessaire. en 96, par rapport à sa carrière, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est un peu les débuts, mais c'est peut-être pas encore comme on l'a dit, c'est Felicity, c'était 98 par exemple. Et là, on disait que c'était encore qu'il n'était pas encore totalement implanté, donc c'est peut-être pas, j'ai dit, peut-être que c'est le cas, mais l'œuvre la plus marquante à ce niveau-là. Ouais, Mais c'est voilà. parfait, c'est un suspense, comme ça les gens ils peuvent le regarder s'ils veulent. C'est ça. Et justement, alors, ces deux longs métrages basés sur ces scripts, est-ce qu'on a sa patte ou il est au service du film, du réalisateur, du producteur? Ah non, il y a totalement sa patte. Alors après, c'est des scénarios de jeunesse qui sont pas aussi intéressants que ce qu'il a pu faire après. Mais ben, à propos d'Henri, c'est très littéralement un reset, puisque c'est l'histoire d'un avocat très méchant, enfin un avocat voilà, qui défend les méchants, qui a un accident de voiture, et son cerveau reset, voilà, il repart de zéro, il est totalement amnésique, donc il se reconstruit et il devient un avocat qui défend les gentils. Donc il y a toute la dualité qu'on aura après de manière plus complexe, plus ambiguë, et là,
elle est littérale, elle est cristalline, on peut pas faire plus, Ah ouais, plus basique. Et Forever Young, c'est une espèce de fanfiction basée sur Always de Spielberg et qui était sorti juste avant. L'histoire un pilote d'avion qui a un accident, voilà, et qui est dans le coma et qui est cryogénisé. Alors, dans Always, le pilote meurt. Dans Forever Young, il est dans le coma et il est cryogénisé. Et c'est des enfants, comme les enfants de E.T., un peu, qui découvrent sa capsule cryogénique et qui, du coup, il sort du coma 50 ans plus tard. Et bien sûr, à la fin, il va retrouver son amoureuse, il y a toute une histoire un peu mélodramatique, un peu naze. Et c'est un des peu. scénarios de jeunesse. Bah, c'est pas, disons que c'est vraiment, alors après, peut-être que le scénario était plus complexe que ça, mais le film est joué par Mel Gibson, qui était à cette époque-là au prime de sa carrière, au début des années 90. Et clairement, le film est un véhicule pour Mel Gibson, et toute subtilité potentielle est écrasée au bulldozer pour laisser la place à la star, un peu comme pour À propos d'Henri. C'est pour ça, quand même, il a réussi à vendre que deux scénarios, Abrams, mais c'était quand même bien vendu. Il y en a un, c'est joué par Mel Gibson, et l'autre, c'est joué par Harrison Ford. C'est quand même pas non plus des films Ça sent pas trop totalement. mal. Voilà. Et donc, c'est pareil, À propos d'Henri, voilà, c'est Harrison Ford à l'époque où il était Harrison Ford, donc il jouait des héros, des chevaliers blancs et tout. Donc, c'est pareil, c'est très simplifié pour faire la place à la star hollywoodienne. Mhm. Mais Forever Young, il y a déjà des choses intéressantes sur ouais. voilà, quand on les voit en ayant vu toute sa carrière après Abrams, il y a des thèmes qui sont évidents. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est que peut-être que les gens qui nous ont écoutés vont pas être convaincus. Je vais pas vous mentir, mais j'ai pas changé mon fusil d'épaule comme ça, hein, quand même. Mais j'ai envie de dire, c'est entre guillemets pas le but. Le but, c'est juste de dire, ok, tu peux ne pas apprécier quelqu'un, mais reconnais quand même que le monsieur, il fait pas juste n'importe quoi. Il fait enfin, ce qu'il a envie de faire. Il a une idée, il a quelque chose, il a un propos qui peut te passer au-dessus de la tête, que tu peux trouver mauvais, tout ce que tu veux, mais il fait quelque chose. Et c'est ça qui m'intéressait. Comme j'ai dit, moi, je suis pas fan d'Abrams. Le livre, bah, il se lit très facilement, hein, on va dire. Il y aura encore plein de détails, parce que ça y va, évidemment, forcément. Hein. Oui, ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus, je l'ai lu quand j'étais dans une grande période de philosophie. Alors, quand je vois passer des trucs Platon, Machin, Tachou, là, ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire en ce moment. Ça me fait du bien. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, évidemment. Donc, on va essayer de le mettre si j'y arrive. Voilà, il est là, comme ça vous le voyez de manière un petit peu plus jolie. C'est intéressant. On a dit plein de choses, mais évidemment, il y a plein de choses dedans. Et puis voilà. Et puis voilà. Pour les fans de Star Trek. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, un dernier mot, une dernière chose, ou peut-être il y a plein de trucs, hein, tu dis, oula, attends, t'es passé à côté, il y a encore 4 milliards de trucs à dire, alors on commence. Non, non, ben juste effectivement pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, c'est que voilà, effectivement, un auteur, c'est pas forcément quelqu'un dont on apprécie les œuvres, c'est juste quelqu'un qui a des choses à dire et des choses intéressantes à dire. Après, voilà, il y a toujours la même chose, c'est toujours la problématique entre le message et la manière de faire passer le message, le médium. Effectivement, le médium utilisé par Abrams, sa manière de raconter des récits. On a dit tout à l'heure que c'était pas un grand metteur en scène non plus, donc ça aussi, ça peut jouer dans le fait de pas forcément accrocher. Donc voilà, il y a un auteur, c'est quelqu'un qui a un message important, mais c'est pas pour ça que le médium va nous plaire. Moi, il y a beaucoup d'auteurs de cinéma d'art et d'essai ou autres qui m'intéressent pas plus que ça, parce que oui, je vois l'intérêt de ce qu'ils disent, mais leur film, bah, je peux y mettre toute la meilleure volonté du monde, je peux pas. Il m'intéresse, ça va m'intéresser, mais ça ne me plaît pas. Donc, bah, à un moment, on arrête d'être masochiste et on va pas passer 2 heures, 3 heures à regarder quelque chose où on a un problème à le regarder, ou alors dans un but purement universitaire et c'est pas du tout le même rapport au spectateur que le rapport de plaisir et de divertissement. Donc, je suis d'accord avec cette idée. Ouais. La différence entre j'aime et c'est bien, évidemment. C'est pas parce Voilà. qu'on n'aime pas Bon, que c'est pas mauvais. forcément c'est bien, mais c'est intéressant. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas que c'est mauvais, Mm. et c'est pas parce qu'on aime que c'est bien en plus. Même si là, il Aussi, peut y avoir débat. c'est sûr aussi. Donc tout ça pour lui faire dire qu'il aime bien Abrams, mais c'est de la merde. Voilà, j'ai réussi. Non, non. C'est facile après toute cette Bah, discussion balancer ça c'est, comme ça. moi, ça me passionne, mais je comprends tout à fait qu'on bloque ou qu'on considère que les thèmes. Après, il y a aussi un rapport subjectif aux termes qui sont évoqués. Voilà, moi, toutes ces histoires d'héritage, de reset, de philosophie, de morale, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, forcément, je vais être beaucoup plus sensible à ça que d'autres personnes qui vont dire, bah non, moi, c'est pas ce que je recherche ou c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà.
moi, j'avoue, très honnêtement, j'avoue que le livre, je vais pas dire qu'il a changé mon point de vue sur le réalisateur, mais il l'a un petit peu fait évoluer en mode, bah, comprends un peu sa démarche. Tu vois, les trucs que parfois tu critiques, bah, en fait, il le fait sciemment. Tu vois. Donc, Bah oui, oui. essaye de voir un peu ce qu'il en pense. Donc voilà. J'ai réussi à pas trop le Bah, traiter de Jar Jar t'en Abrams, fais. j'ai réussi. Donc voilà. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, je suppose. Bah, moi, ça me va. Prochainement, parce que j'ai aussi reçu l'autre livre, prochainement, bah, peut-être, si tu es d'accord, évidemment, hein, moi je le prends en otage, hein, parler peut-être des désormais sœurs Wachowski, parce que là Bah, avec grand aussi, plaisir. Alors là, d'ailleurs, il y a eu tout un débat sur le dernier entre ceux qui disent l'avoir compris, le dernier Matrix, et ceux qui disent l'avoir aimé, comme si comprendre voulait dire aimer. Je dis ça, je dis rien. Mais on en parlera prochainement. Faut que je le lise. Et j'ai commencé à le lire déjà, j'étais déjà dessus. Mais c'est pas moins philosophie. C'est marrant, c'est avec Matrix. ah bah oui, c'est pas parce que les Wachowski parlent d'autres choses, d'autres sujets. Mais on garde ça pour une prochaine fois. Ah bah oui, Merci. voilà, on va pas commencer à spoiler. Mais donc je rappelle, un Playlist Society, vous pouvez trouver au passage aussi l'autre livre si vous voulez le lire à l'avance, comme à l'école. Hein, pour la prochaine fois, vous me lisez ce livre et puis hein, on en discute. Les devoirs de Euh, vacances. Voilà, ils vont être très contents, les gens. Merci à toi d'avoir accepté d'être venu pour parler. J'espère que ça t'a plu. Ah bah beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la conversation. Voilà, j'espère que les gens vont prendre du plaisir, que comme nous, ils vont rigoler tout en traitant le sujet. Et on va voir les réactions des gens. J'ai hâte de voir ce que les gens vont pouvoir dire ou pas dire. Et déjà, j'ai hâte de voir les gens qui vont s'intéresser. La vidéo, je risque de l'appeler un truc du genre Abraham Sarnak ou auteur ou une connerie comme ça pour essayer de Bien titiller les gens. évident. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Merci à tous ceux qui regarderont la vidéo jusque-là, surtout, parce que ça veut dire que vous nous aurez écouté. Et puis, comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis sur si ça a changé votre perception et tout ça, ou pas du tout. Merci à tous. À la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, pour faire un remake d'un truc qui a déjà été dit 50 millions de fois, hasta la vista, baby, je reviendrai.